Ce livre est la chronique d'un long glissement, des écroulements successifs qui ont accumulé cet énorme tas de décombres. Succès de librairie à sa sortie chez De Noël en 1942, objet de polémique lors de sa reparution caviardée chez Jean-Jacques Pauvert en 1976, Les Décombres du journaliste et romancier Lucien Rebattet demeure le plus percutant et virulent concentré d'esprit collaborationnisme et de credo fasciste jamais écrit et signé par un écrivain français. À la faveur d'une remarquable édition critique parue chez Bouquin Lafon, La Comète Brune effectue un second passage au ciel de la librairie française. Son préfacier et éditeur, l'historien Pascal Horry, sera ce soir notre invité. Chronique en second temps d'émission consacrée à différents essais, fictions romanesques et bandes dessinées, consacrées bien évidemment au temps et aux figures de l'occupation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le passé qui ne passe pas à l'affiche ce soir d'un mauvais genre, car le mauvais genre existe souvent et avant tout sous sa forme visionnaire et idéologique, et c'est le cas avec l'ouvrage qui va être au centre de notre émission de ce soir. Le dossier Rebattet, Les Décombres, inédit de Clairvaux, une édition établie et annotée par Bénédicte Vergès-Chénion chez Bouquin Lafon, avec une préface de Pascal Horry, notre invité. Bonsoir Pascal Horry. Bonsoir François. Pascal Horry qui retourne, je ne veux pas dire à ses premières amours, mais à ses premiers sujets scientifique, puisque vous avez signé il y a bien longtemps maintenant un livre qui est toujours référentiel sur les collaborateurs. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, voilà. Et donc là, aujourd'hui, vous avez donc occasion de vous replonger, de réouvrir ce dossier de la collaboration avec ce qui est peut-être sa trace littéraire la plus, je dirais, la plus intense. Ah, certainement la plus intense, et j'ai l'impression que c'est une littérature qui tient encore, dans son ambiguïté même. Une littérature qui tient, et on va essayer de savoir pourquoi elle tient et pourquoi elle résiste. Alors effectivement, Rebattet... Elle résiste. Oui, elle résiste, pardon. Rassurez-vous, je vais parler dans quelques minutes des collaborateurs de l'émission. Le vocabulaire nous piège en permanence. Ce soir, faisons très attention, parce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal Horry, l'historien de Rebattet, comme si c'est un petit peu un fonds de commerce. Non, c'est pas le cas. Presque un hagiographe. Ah non, soyons très clairs. Parce que nous collaborons dans cette émission. Voilà, ça y est, c'est fait. Il l'a dit. Et nous ne sommes pas à Radio Paris. Hein. Voilà. Donc le dossier Rebattet. Nous sommes sur France Culture. Chez Bouquin Lafon. Troisième millénaire. Je signale également, donc, mais on ne pourra pas en parler puisque le livre vient d'arriver en service de presse. Lucien Rebattet, Le fascisme comme contre-culture. J'ai utilisé le sous-titre de cet essai comme titre de l'émission de ce soir de Robert Bello, qui avait déjà signé il y a bien longtemps une biographie de Rebattet au Seuil. Le livre, donc là, c'est un gros essai. Il reprend son texte et en le retravaillant. En bande dessinée, il y a La cavale du docteur Détouche, La jeunesse droitière de François Mitterrand. En roman, bien, il y a Margarine sur un peu la LVF et la Waffen-SS en Tchéquie. Il y a Un monstre à la française chez Lattès. Il y a les entretiens avec Thomas Harlan, le fils de Veit Harlan, chez Capricci. 2 essais sur Céline. Chez Talandier, Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler, qui va bientôt sortir. Et puis, notre ami Dionnet nous montre Juger Pétain chez Glénat, comme on voit donc effectivement, tant par les travaux et les essais historiques que par les approches fictionnelles, eh bien, la période de la collaboration et de l'occupation continue de nous hanter et d'occuper le terrain. Donc on en parlera ce soir avec François Livonnet. Bonjour François. Bonsoir. Avec Philippe Rouillet. Bonsoir. Alors avec Philippe Rouillet, ça va être un peu particulier puisque, comme on sait ou on va le découvrir, Lucien Rebattet a été un des grandes figures de la cinéphilie et de la critique cinéma des années 30-40. Voilà, donc il s'est illustré dans la critique cinéma et dans la critique musicale. D'ailleurs, le premier volume de la collection Bouquin Lafon, c'était Pascal Horry. Il y a une histoire de la musique. Voilà, c'était l'histoire de la musique. Voilà. Ouvrage très, très étonnant, très subjectif, très idéologique, mais qui avait fasciné à l'époque par son érudition, parce que Rebattet était quand même un mélomane accompli. Bonsoir Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir. Je termine avec vous parce qu'un des grands événements quand même du week-end dernier, nous étions à Nantes au festival Utopial. C'était la déclaration de Julie Gaillet dans Ouest France. Giona est mon Dieu. Oui, ça c'est fait très quoi gentil. J'aurais préféré d'être qu'on le soit dans les années Philippe Aki et qu'elle me traite d'idole, parce qu'une idole, on sait que c'est un faux dieu. L'idole des Alors, jeunes. disons que je suis un dieu mocarex, comme on disait en mon temps, de 2 cm de haut. C'est déjà ça? Ouais, c'est déjà bien. Un milligramme de millionième de centième de milligramme dans le grand rocher univers. Voilà, un atome de Mais je divinité voulais dans ce juste, monde perdu. Car je vous l'ai dit l'autre jour au téléphone, je voulais juste vous dire que téléphone. curieusement, ma génération a grandi entre le faisceau et le marteau. Car quand nous avons appris le cinéma, il n'y avait à l'époque que 2 livres de référence. Il y avait un double volume des livres de poche, signé Bardèche et Brasillac, l'histoire du cinéma. Et pour contrebalancer, on avait l'histoire du cinéma de Georges Sadoul. Mais la différence, Jean-Pierre, c'est que le volume de Sadoul n'a pas été réécrit comme l'a été celui de Bardèche et Brasillac. Voilà, parce que moi, j'ai l'édition de 1943. Et Vous allez y venir. Voilà. N'empêche que j'ai grandi sans le savoir entre le faisceau et le marteau. Voilà, le dieu du faisceau, un dieu entre faisceau et marteau, ce sera le titre des mémoires de Jean-Pierre Dionnet. Mais avant cela, nous ouvrons l'encyclopédie pratique des mauvais gens. À quelle lettre ce soir, ma chère Céline? Eh bien, nous l'ouvrons à la lettre L comme Lévi-Kuntz, Stéphane Lévi-Kuntz. Tu me fais mal avec ton coude, c'est par ce titre de roman que je suis entrée dans l'univers de Stéphane Lévi-Kuntz, écrivain et critique d'art. Alors un livre qui donne la parole à la compagne d'un militant d'extrême droite et qui interpelle aussi bien la complaisance conjugale transformée en culture du compromis affectif que le principe de virilité propre au totalitarisme. Puis si l'on reste dans les titres d'ouvrages qui viennent vous faire de l'œil, on notera La nuit scoptophile, livre qui se penche sur la question de l'impudique et de l'obscène dans l'espace public, ou Femme de plâtre, un essai consacré à l'art médical de l'écrivain et photographe Romain Slocombe. C'est vous dire si le champ de réflexion de Stéphane Lévi-Kuntz est large, décloisonné, avec une grande place accordée à la sexualité, lui qui a créé et dirigé de 1998 à 2002 la collection L'Attrape-Corps aux éditions La Musardine. Cette année, Stéphane Lévi-Kuntz a publié L'Indésiré aux éditions du Merchet. Alors L'Indésiré, c'est l'histoire d'un mur parisien situé rue Taranne, un mur qui sépare 2 mondes. Au numéro 7 se trouve une prestigieuse maison d'édition et au 5, un club libertin. Alors voilà un mur qui sépare le jour et la nuit, l'écrit et le geste, l'intellectuel et l'hédoniste, le papier et la peau. Un mur qui a des oreilles et qui sait tout, qui réunit les extrêmes et que Stéphane Lévi-Kuntz décide de faire parler car tout ce qui est antinomique le questionne et l'attire. Stéphane Lévi-Kuntz, observateur des hommes et des femmes dans leur rapport au corps. Le travail qui est à faire aujourd'hui, c'est surtout un travail sur la honte, sur la fierté, la susceptibilité, le toucher, en rapport à la frustration qui engendre la violence. Je crois que l'actualité nous dit ça, que la violence et la frustration sont étroitement liées, qu'il faut penser ce rapport de force. On ne s'intéresse pas à un problème en évacuant tout ce qui est en dessous de la ceinture, par exemple. Pourquoi les jambes, pourquoi tout ce qui est à partir du nombril ne pourrait pas entrer en ligne de compte dans une réflexion métaphysique. Ça m'a toujours étonné. L'érotisme est une catégorisation éditoriale ou je sais pas trop quoi, mais je ne vois absolument pas pourquoi ça ne rentre pas en tant que paramètre dans un raisonnement. C'est ridicule, voilà. Donc l'érotisme est un angle, alors c'est peut-être un angle mort, je sais pas, pour beaucoup de gens, mais qui ne veulent pas le voir d'ailleurs, mais l'érotisme est un angle tout à fait normal et pas forcément tordu, ou c'est l'érotisme. Il y a une hypocrisie qui dit que aujourd'hui ça a évidemment changé, puisque la transgression est passée par le corps à partir des années 50 avec des éditeurs comme Pauvert, Girodias, Losfeld ou De Forge. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est une norme. Mais
Être transgressif aujourd'hui, c'est peut-être justement éviter toutes les normes. Alors le mur que l'on trouve dans l'Indésiré est un mur qui sépare des éléments qui paraissent contraires, et on a l'impression que souvent dans votre travail, dans vos livres, tout ce qui est antinomique est quelque chose qui vous stimule. Oui, parce que j'ai toujours été intéressé par ceux qui se frottent comme des silex. Je pense que par l'antinomie, on trouve des pistes intéressantes, que ce soit dans Femmes de plâtre, l'essai sur Romain Lecombe, qui réfléchissait sur les rapports entre Eros et Thanatos, ou dans la Nuit scoptophile sur Alain Fleischer, qui était une réflexion sur l'espace privé et l'espace public, sur ce qui est montrable et ce qui n'est pas montrable. J'essaie toujours de voir, ou en tout cas d'écrire, des deux côtés du monde, ou peut-être sous le monde, si vous préférez, mais en tout cas pas à sa surface, et parce que je pense que la simple psychologie ne suffit pas. Je crois qu'il faut créer des brèches, il faut ouvrir des voies, justement, par cette confrontation-là. Alors revenons-en à notre mur. Qu'est-ce que ces deux mondes, celui de l'édition et celui du libertinage, ont à apprendre l'un de l'autre? Est-ce qu'ils ont beaucoup à voir en commun? Oui, alors c'est un mur qui est très malheureux et en même temps qui est un agent double, qui est un passe-muraille. Donc il sait tout des deux côtés. Le libertinage n'est pas forcément le sujet. Le sujet, c'est en tout cas la sexualité, la sensualité, je dirais. Ce mur, évidemment, est poreux, et il ne l'est pas, mais il est poreux dans le texte, en tout cas par le texte, et c'est un petit peu un miroir sans teint qui crée un dialogue entre deux mondes absolument étrangers et surtout qui s'ignorent. Je suis un mur mitoyen. Plus sûr de moi, je pourrais me prétendre porteur. Afin de vous révéler la vérité première de ce livre, j'affirme haut et fort soutenir deux immeubles contigus. Je dois l'avouer, ma discrétion qui est exemplaire rendra au curieux toute identification délicate. Néanmoins, cet ouvrage en main, il sera facile à chacun de m'identifier au fond de cette ruelle, légèrement pentue, discrètement située au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Je suis certain que sa curiosité poussera un jour le lecteur inconnu à faire un détour jusqu'ici. Il pourra alors appliquer sa paume sur mon flanc, la tranche aveugle de ma pierre. L'Indésiré, le dernier livre de Stéphane Lévy-Kuntz, est sorti aux éditions du Mercher. À noter que les éditions Derrière la salle de bain ont aussi publié plusieurs textes de l'auteur, dont le superbe Tombeau pour Pierre Clémenti. Par ailleurs, Stéphane Lévy-Kuntz vient tout juste d'obtenir la bourse de création d'avant-garde Saran Alexandrian pour son prochain ouvrage, Hitler et l'art total, qui traite de l'influence de la Shoah sur l'esthétique. Merci Céline pour cette entrée, donc Lévy-Kuntz, de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Rien à dire, messieurs, sur ce que vous avez entendu. Donc nous allons pouvoir maintenant nous orienter vers le sujet central de notre mauvais genre de ce soir sur France Culture, Lucien Rebattet et les décombres. J'ai souvent comparé les décombres à une espèce d'obus de rupture, ce qui explique que j'y ai tassé le maximum d'explosifs. Je suis pas du tout, je suis républicain. Mais il y a une question de l'attitude, vous comprenez. La démocratie, ça marche très bien en Suède, un pays ascétique, protestant, puritain autrefois. Ça marche, là. Moi, je trouve très bien le socialisme à la suédoise. Mais en dessous d'une certaine latitude, ça ne marche plus. Regardez où en est l'Italie à l'heure actuelle. Un Américain m'a dit un jour une chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit,
Là, voyez-vous, en France, il y a une chose que vous n'avez jamais comprise, c'est que la démocratie, ça se mérite. Je dirais mon chapeau. Mais je ne crois pas que les Espagnols, que la majorité des Français et que les Italiens soient capables de ça. Alors, mon Dieu, un certain régime d'autorité, nous l'appelons pas fascisme puisque c'est devenu un épouvantail, mais un certain régime d'autorité me paraît le plus valable pour ces pays-là. Lucien Rebattet au micro de Jacques Chancel, donc un célèbre radioscopie s'il en fut. Réaction aux propos de Rebattet, non moins sur l'idée que Pascal Horry, les décombres sont un obus de rupture dans lequel il a tassé le maximum de poudre, ça on va s'en rendre compte tout au long de l'émission, mais sur l'idée que la démocratie est une affaire de latitude et de climat plus que de principes politiques. C'est ce que j'entendais dans mon entourage dans les années 60 à propos des Espagnols justement, ou des Russes d'ailleurs. Ces gens-là, bien entendu, ne comprendront jamais ce que c'est que la démocratie. C'est inutile de faire cette tentative chez eux. Oui. François Livonnet. Oui, pour la latinité, la monarchie est bonne. Maurras, par exemple. Ouais, c'est ça, voilà. Mais pour les gens du Nord, en effet, il y a des promesses démocratiques. Il disait d'ailleurs qu'il n'avait pas un globule, je crois, de sang démocratique. Ce qui est à peu près vérifié, d'ailleurs. On cherche le globule. Alors donc les décombres reparaissent chez Robert Laffont, donc dans la collection bouquins. Pascal Horry, vous avez préfacé, Bénédicte Vergès-Chénion en a donné l'édition très minutieusement annotée. Donc là, c'est une édition qu'on peut dire définitive et intégrale, parce que là, on va entendre Jean-Jacques Pauvert parler de son travail d'édition en 76, mais jusqu'à présent, on avait simplement, donc, d'abord, il y a eu l'édition originale de 42, chez De Noël, donc qui a été un succès de librairie énorme, qui a d'ailleurs été contenu et limité par la rareté du papier, par les Allemands eux-mêmes, qui ont dit que bon, le best-seller se devait garder des prétentions modestes. Et puis arrive quand même en 1976 l'édition Pauvert. Attendez, on va écouter tout de suite Jean-Jacques Pauvert, parce qu'il avait donc publié, c'était la réapparition des décombres de Rebattet, et de Rebattet tout seul, puisque de lui-même, parce qu'effectivement le personnage était quand même un peu effacé et gardait une réputation sulfureuse, mais n'avait plus d'actualité de librairie, puisque son histoire de la musique datait déjà de quelques années. On écoute Jean-Jacques Pauvert expliquer les raisons de son travail d'édition au micro de Bernard Pivot, cet apostrophe. Depuis 30 ans, j'entends dire les décombres sont un document extraordinaire, c'est vraiment le meilleur livre, le meilleur reportage. C'était un grand journaliste, Bernard de Fallois dit que c'était un grand journaliste, c'est mon avis. C'est un grand document, c'est ce qu'on a écrit de meilleur sur cette période. Quel dommage qu'on ne puisse pas le rééditer. Alors, comme c'est une chose que depuis 30 ans, on me dit pour un certain nombre de livres, on m'avait dit ça pour le Marquis de Sade, on m'a dit ça quand j'ai fait certains journaux. Je me dis, dans le fond, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi est-ce que certaines doctrines, est-ce que certains auteurs, est-ce que certains esprits seraient tenus dans un ghetto? Et j'ai republié non seulement les décombres, mais la suite. Voilà, c'était Jean-Jacques Pauvert en juin 1976, à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, parce qu'elle aurait quand même sorti Rebattet de son ghetto, fallait oser. Fallait oser. Dans la même émission, d'ailleurs, Robert Badinter prend la défense de cette réédition dans des mots qui pourraient résonner aujourd'hui, parce que il dit que il est tout à fait favorable à une telle réédition, puisque c'est un document d'histoire. La réserve, c'est que contrairement au Marquis de Sade, le texte que publie Pauvert est un texte, vous l'avez dit vous-même, caviardé. Alors, caviardé sur les consignes de Rebattet avant sa mort, relié par Parce que c'est une histoire qui remonte à avant la mort de Rebattet. C'est pas une décision de Pauvert avant sa mort. C'est lui qui a préparé en quelque sorte un manuscrit présentable. Il comportait à la fois une version retranchée de 140 pages à peu près de son ouvrage, qui en faisait certes plus de 600, mais quand même, ça commence à devenir significatif. Et ce sont les passages, on ne va pas faire de concours, pas forcément les plus violents, ça ne veut rien dire, mais sans doute les plus violents symboliquement, puisque ce sont les passages où Rebattet, vers la fin de l'ouvrage, reconstruit le monde idéal.
et va jusqu'au bout de sa logique en On particulier. dépasse l'invective vers une sorte de totalitaire. prospective. Oui, on n'est même plus du tout dans le pamphlet, on est devant une sorte de manifeste, presque d'un leader de parti, ce que peut-être il a rêvé d'être vers 43 ou 44, vers la fin. Et puis d'autre part, on y ajoutait un inédit. Et tout ça, ça devenait les mémoires d'un fasciste. Alors, ce qu'on En propose, 2 volumes. Voilà, le deuxième volume, c'est On ne fusille pas le dimanche, Oui. qui était paru dans le Crapouillot et qui racontait sa vie à Clairvaux. Enfin, Oui. même ses angoisses de l'idée d'être fusillé le lendemain ou pas. Oui. Là, le pas de côté qu'on fait, c'est que premièrement, c'est l'intégrale des décombres, évidemment à noter, mais c'est l'intégrale des décombres de 42. Et d'autre part, un autre inédit, d'également 600 pages, tout à fait intéressant, qu'il écrit à Clairvaux, qui est la suite jusqu'à l'année 44 de cet ouvrage à caractère autobiographique, mais pas que, qu'il interrompt, comme il interrompt beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup interrompu. D'une certaine façon, sa grande chance, c'est d'avoir été à Clairvaux pour pouvoir enfin écrire jusqu'au bout le grand roman qu'il méditait et qui est Les Deux Étendards. Et donc, cette partie a été jointe, d'où le nom de Dossier Rebattet, parce qu'il faut préciser, donc c'est pas simplement une réédition, même commentée des décombres, c'est également un ensemble. Alors on trouve le verbatim de l'émission de Chancel qu'on a entendue. Oui. Il y a également le procès. Là, Oui, une sélection, enfin assez représentative des lettres de soutien à Rebattet en ce qui concerne sa demande de grâce, avec des signatures intéressantes. Oui, parce que bien entendu, en 1946, il a fait l'objet d'une mobilisation sur le thème. Bon, certes, nous ne partageons pas ces idées, mais il faut le sauver. Cet homme ne mérite pas la mort. Alors les témoignages sur cette période abondent. Là, récemment, on a eu, avant les vacances, l'édition du premier volume pendant l'occupation du journal de Maurice Garçon, qui est un témoignage extrêmement important. En libretto, donc chez Phébus rééditera en janvier prochain le journal de l'occupation de Galtier-Boissière. Donc il y a en permanence arrive. Et vous pensez donc ce document, Bouquin a choisi de le rééditer parce que c'est quand même une pièce au dossier pour l'intelligence vraiment réelle et aiguë, accrue de cette période. Pour moi, c'est évident. C'est pour ça que j'ai accepté de préfacer l'ensemble. Et en particulier, je considère, j'ai l'impression qu'on ne va pas discuter de ça ce soir, mais dans d'autres lieux, on en discute beaucoup, que bien entendu, c'est une sorte d'aveu paradoxal de l'efficacité de ce type de texte que de continuer à le censurer en disant non, surtout laissons-le dans sa pénombre. Une pénombre très relative, parce qu'avec Internet, avec les éditeurs installés au Paraguay et ailleurs qui éditent ce genre de texte, mais même à la limite, on peut dire, bon, c'est un peu faible théoriquement comme argument, mais surtout, c'est une sorte d'aveu d'échec. Ces textes ne seraient même pas à prendre avec des pincettes. On n'aurait même pas la longue cuillère du diable. Il ne faudrait pas affronter la bête. C'est que donc, il serait d'une actualité incroyable. C'est une sorte d'aveu qui me trouble. Ça rejoint un peu les problèmes concernant la réédition de Mein Kampf. Oui. Oui, parce qu'effectivement, dans un an, on aura l'édition critique de Mein Kampf qui sortira chez Fayard. Donc là, il y a une volonté quand même de présenter la réalité, non pas au deuxième degré, mais la vérité du texte dans sa brutalité première. Où il y a préface et annotation. Mais sans arrêt, tous les mois, il sort des textes de cette nature, sauf que là, on se focalise. Moi, je rentre d'Éthiopie, du coup, j'ai acheté un livre de Malaparte que je ne connaissais pas, qui était Le Voyage en Éthiopie, qui est en fait la réunion d'un certain nombre de textes qu'il a envoyé au Corriere della Sera en 1939. C'est un texte, dans la phase où il veut se faire bien voir de Mussolini, parce qu'avec Malaparte, absolument fasciste, absolument colonialiste, absolument raciste. C'est sorti chez Arléa, personne n'en a parlé, ça s'est passé comme une lettre à la poste, parce que c'est un document. Voilà. Et puis ce qui est important, c'est une édition critique, parce que à propos de Mein Kampf sur Google, si on fait Google sur Mein Kampf sous Google, deuxième occurrence, c'est en PDF Mein Kampf. Donc c'est important de faire une édition qui est une édition un peu savante. Moi, ma question, c'est en 1976, est-ce que Pauvert aurait pu faire l'intégrale comme ça, ou est-ce que c'était vraiment pas possible ? Je pense qu'il aurait eu plus de problèmes qu'avec Sade, ça c'est tout à fait clair. Mais pourquoi, en tant qu'éditeur, mais je ne suis pas là à donner des leçons à Pauvert. Non, c'est pas pour ça, mais ça m'intéresse par rapport à l'évolution de la société. Pourquoi a-t-il accepté un tripatouillage du texte ? C'est ça qui me gêne. Sinon, d'accord. 76, c'est le moment sans doute le plus délicat, parce que c'est le moment où effectivement émerge un type de mémoire de la Seconde Guerre mondiale nouveau. C'est vraiment au milieu des années 70. Alors justement, 76, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe quand. C'est une date quand même précise. C'est le moment où Pauvert et son
presque semblables à Eric Losfeld, qui se battent depuis en gros 64-65, ont cumulé un nombre incroyable de problèmes avec la justice sur des rééditions diverses. Alors, notamment les procès Sade, mais Sade voilà. qui date bien avant. Donc, qui était là. c'est un moment où Losfeld va arrêter, où Pauvert va fatiguer un peu, car ça fatigue d'être convoqué par la 17e chambre correctionnelle. Moi, ça m'est arrivé 40 fois dans ma vie, je peux vous dire que ça fatigue. C'était à l'époque de Choron. Et moi, ce qui me fascine, c'est plutôt cette occurrence qui est qu'autour des années 70, il y a eu un retour à tout ça, qui était nécessaire, puisqu'on mettait en perspective toutes les raisons qui avaient amené le monde des années 70. Il y a eu un espèce de silence radio qui a duré assez longtemps. Effectivement, les nouveaux médias sont apparus. Dans les nouveaux médias, tout est possible. Si vous êtes un fan d'Adolf Hitler, vous pouvez vous nourrir du soir au matin d'Adolf Hitler. Mais c'est que les livres qu'on a cités, d'autres livres qui sortent encore, nous sommes en 2015, et il y a une soudaine cristallisation, focalisation sur cette période qui me semble correspondre à une interrogation. Parce qu'on ne sachant plus de quoi est fait le futur, on se repenche sur le passé qu'on avait un peu oublié. Et moi, j'ai été absolument sidéré. C'était dans le magazine Esquire anglais, un artiste israélien qui s'appelle Noam Bar. On lui a demandé de faire un portrait idéal d'Adolf Hitler pour peut-être un jour une édition de Mein Kampf. Il a fait juste des cheveux, une silhouette et un code barre, puisque quelque part Hitler est un produit, pour représenter la moustache. C'est un artiste israélien. Donc on a basculé d'un monde dans l'autre, mais je pense que c'est très 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 bien que ces textes impossibles et qui donc attirent des gens par leur interdiction même soient abordables. Bien sûr qu'il faut tout rééditer. France Culture, Mauvais Genre, François Angelier. Un choix de Laurent Polleret pour la playlist de Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Alors avant d'analyser un peu précisément à la lumière de cette édition bouquin ce que sont les décombres en leur intégralité de Lucien Rebattet, on va un peu suivre la courbe de vie, essayer de voir un peu la chronologie, l'histoire de cet individu qui est né en 1903 à Moras-en-Valois, donc bourgeoisie de province. Moras, MORAS. Voilà, MORAS, ça c'est extraordinaire et ça ne s'invente pas. Et
qui mourra à Morat-sans-Valoir à la faveur d'un retour aux sources familiales le 24 août 1972. Il avait à l'époque 68 ans, le personnage qui meurt assez jeune. En définitive, qu'est-ce que c'est Rebattet, au moins sur son adolescence et son âge adulte? Fils de bourgeoisie de province, père notaire qui se suicide, je crois la mère catholique intransigeante, et puis au départ des études de droit à Lyon, des études de lettres à la Sorbonne, et tout de suite un vif désir d'être artiste. Et donc il y a au départ, c'est ça Rebattet, ça n'est ni plus ni moins qu'un jeune bourgeois qui a des grands rêves de création et un désir artistique. Oui, le jeune bourgeois qui a des désirs artistiques qui monte à Paris, entre guillemets. Voilà. Il faut quand même préciser que la maman, qui joue un rôle essentiel, les décombres lui sont quand même dédiés, la maman a mis son enfant chéri, dans une institution religieuse, catholique précisément, dont il a conservé un souvenir absolument calamiteux. Du moins, il reconstruit a posteriori ce moment comme fondateur. D'où, entre autres, enfin d'où, est-ce que ça sort de là ? Bon. Mais en tous les cas, un discours anti-catholique, plus peut-être qu'anti-chrétien, hein, puisqu'il fait anticlérical. Oui. Anticlérical et anti-catholique, oui. Mais pas sans doute complètement anti-chrétien, parce qu'il y a des passages admiratifs sur Luther, qui aurait trouvé la bonne solution, ne serait-ce qu'en étant clairement anti-juif. Donc là c'est quand même assez fondateur, ça. Hein. Ensuite, il monte en effet à Paris, il se cherche, il surinterprète sans doute le moment où il fréquenterait des milieux, disons, sinon surréalistes, du moins para-surréalistes, enfin bon. Mais très vite, il choisit quand même l'Action française. Il n'y a pas d'hésitation, il devient effectivement chroniqueur musical sous le nom de François Vinteuil, puis Vineuil, à l'Action française en 1929. Mais alors, est-ce que le tournant idéologique se fait à partir de la musique ou est-ce qu'il s'est déjà fait avant la musique, avant le fait d'être journaliste musical? Lui-même n'essaye pas de nous dire qu'il est passé de la gauche à la droite. Peut-être même d'ailleurs qu'il exagère de ce côté-là, mais il ne semble pas avoir eu un seul moment l'esquisse du début de commencement d'une tentation démocratique parlementaire, contrairement à d'autres qui peuvent venir. Lobreau, qu'il va retrouver à Je suis partout, vient de la gauche, disons, style Canard enchaîné, mais pas du tout chez Rebattet, pas un seul instant. Et d'ailleurs, choisir l'Action française à la fin des années 20, c'est être non conformiste par rapport à un certain milieu bourgeois. Rappelons qu'elle a été condamnée par le Vatican et que c'est une période sombre de l'histoire de Il l'a choisi au moment où elle commence à se rétracter sur elle-même, et il rejoint de jeunes intellectuels brillants comme Brasillac, à l'égard duquel il aura d'ailleurs toujours une vraie tendresse. Ça se voit bien dans les décombres et encore plus dans l'inédit de Clairvaux, même s'ils se sépareront quand Brasillac descendra du train fasciste en 1943. Oui. Alors, il devient d'abord journaliste musical, mais est-ce à dire que c'est faute de mieux, ou il visait un journalisme politique, ou est-ce qu'il découvre la politique à l'Action française alors qu'il y est simplement chroniqueur musical? Là aussi, il faut, malgré les travaux très, très pertinents de Robert Belot, il faut quand même se fier un peu à ce qu'il nous dit. C'est quand même fondamentalement un critique d'art musical ou cinématographique. C'est ça qui l'intéresse. Il se rêve, comme tant de journalistes, il se rêve écrivain, romancier. Il avoue, a fortiori après la guerre, mais même déjà dans les décombres, son admiration pour Proust, pour Dostoïevski et quelques autres. Donc, il se rêve quand même grand écrivain. Il faut préciser que en 1940, il a déjà 37 ans. Ce n'est plus tout à fait un perdreau de l'année. Donc, c'est fondamentalement un journaliste et qui a certainement une tripe politique, mais qui est encouragé en ce sens quand il passe à Je suis partout. C'est quand même à ce moment-là. Il a choisi son camp parce qu'être critique musical et cinématographique à l'Action française, c'est un choix politique, bien sûr, mais on lui confie des pages, et en particulier des pages sur les Juifs, surtout à Je suis partout, donc à partir des années 36. Oui, François Livonnet, il arrive en effet à Je suis partout en 1932, Je suis partout qui amorce sa radicalisation, parce qu'au départ, Je suis partout, c'était, je dirais, l'annexe internationale, non pas internationaliste, de Gringoire, je crois. De Candide, pardon, donc édité par Artem Fayard, et ce journal se radicalise de plus en plus et s'oriente non plus vers l'actualité internationale, mais vers une sorte des positions ultra-droitières, fascistes, qui s'orientent vers le fascisme italien. C'est-à-dire qu'il va collaborer en même temps à l'Action française et à Je suis partout. Et donc, plus il se radicalise, plus il va se déporter vers, si je puis dire, vers Je suis partout. Mais juste une petite remarque, il n'est jamais vraiment militant dans toute cette période-là.
il cherche à exprimer ses talents littéraires. Donc on lui offre des pages, on lui offre la possibilité d'écrire dans l'Action française, mais il n'est pas militant, il n'est pas dans la rue. Il fait pas partie de ces militants de l'après-guerre. Pas plus d'ailleurs que Brasillac. C'est très curieux ce militantisme littéraire. À le lire au moment du 6 février, il est de ceux qui, on peut penser que c'est pas une reconstruction complètement a posteriori, de ceux qui, en interne, reprochent au maître, à Maurras, d'avoir été à côté de la plaque, de ne pas avoir pris l'initiative et d'être devenu le patron de l'inaction française. Mais bien sûr, c'est encore plus net à partir de 36, 37. On l'imagine assez peu prenant des risques dans la rue au moment où les balles sifflaient. On l'imagine assez peu prenant des risques toute sa vie, parce qu'au moment de son procès en 46, ce que ses propres amis politiques lui reprocheront, et ensuite les prisonniers, les collabos qu'il retrouve à Clairvaux, c'est de s'être, entre guillemets, dégonflé. On l'appelait le retenez-moi de Neuilly. Le retenez-moi de Neuilly, absolument. Brasillac. Alors justement, Jean-Pierre Dionnet. Ce qui parcourt son œuvre et qui me fascine, c'est justement cette lâcheté évidente, les histoires qu'il se raconte sur ce qu'il aurait pu faire si, etc. Et le fait que cet homme qui se veut dans l'action en est incapable. Et il a des actes, il a, quand il se repent, des discours parfois d'une extraordinaire lâcheté. Et puis il se reprend et il redevient belliciste, etc. Mais moi, ce qui me fascine dans Les Décombres, je ne suis pas un grand célinien, car je trouve que dans Célinien, la forme dite admirable correspond à une déformation de la réalité. Je n'étais pas d'accord avec Cavana là-dessus, qui me semble pas être une bonne chose. Je préférerais presque le style de Rebatté, qui se débat entre des choses assez précises, factuelles, comme ces critiques de cinéma d'avant-guerre, dont Galtier-Boissière disait « quand il est de bonne foi, elles sont très bien ». Quand il est de mauvaise foi, il raconte n'importe quoi, et des moments de délire. Mais j'aime bien l'écriture de Rebatté. On va en parler. Qui balance entre deux mondes. Et parce que, bon, on va parler de toutes les horreurs qu'il a commises. Ce n'est pas un écrivain négligeable, du tout. Alors, on parle justement de sa lâcheté, on parle de son expérience du terrain, des faits. Pascal Horry, c'est quand même ça la grande différence qu'il y a entre Rebatté, je dirais, ses vis-à-vis, que ce soit même Bernanos, les gens qu'il haïra, qu'il conspurera, qu'il menacera de faire assassiner, donc Mauriac, Cocteau, c'est que lui n'a pas l'expérience du combat. Il est face à une génération qui revient de la Première Guerre mondiale, et même face au milieu qu'il fréquentera, le milieu de la collaboration, les collaborateurs ont eu l'expérience du feu. Ça a été le cas de Drieux, ce sera bien sûr le cas de pas mal de chefs miliciens. Rebatté, lui, il fera en 40, alors on peut le dire, une petite guerre qu'il raconte sur le mode pittoresque entre Dubout et Jacques Perret dans Les Décombres, mais il n'aura pas d'expérience du terrain, de la menace du feu. Et lui, il est un petit peu dans sa tête par rapport aux autres. C'est un contraste qui est saisissant quand on ne connaît pas le détail de la vie de Rebatté et qu'on se laisse, comme moi d'ailleurs, porter par son style. C'est que quand il nous raconte de façon ébouriffante, d'ailleurs effectivement, c'est la débâcle, la défaite, l'exode de mai-juin 40, c'est vraiment Dubout. Hein. C'est totalement, plus près ça Dubout c'est absolument ça. Mais quand on se calme un petit peu, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un soldat de bureau. Et il a cette fameuse phrase hors de son texte, mais que les gens de l'Action française vont lui ressortir en 42 quand ils se sentiront à juste titre agressés par lui. Il serait pris de panique, il a cette phrase, mais c'est-à-dire les républicains, les laïcs, Georges Mandel, il serait capable de m'envoyer au front. Ce qui d'un point de vue maurassien, d'un point de vue patriote, est le symbole vraiment de la lâcheté intégrale du personnage. Alors quand il publie en 42 Les Décombres, Pascal Horry, quelle est la position de Rebatté ? Est-ce qu'il est connu en dehors du milieu du journalisme, en dehors du milieu de la militance idéologique ? Est-ce que c'est vraiment l'explosion, si j'ose dire, du personnage ? Il est connu des lecteurs d'hebdomadaires. Je suis partout reparu en 41, c'est quelque chose de considérable à l'échelle de l'époque. Désormais, c'est 150, 200, 300 000 exemplaires à certains moments, même si le journal de la collaboration. Les tirages, il faudrait vérifier du côté des ventes réelles. Mais enfin, c'est désormais un hebdomadaire qui compte beaucoup plus qu'avant-guerre. Hein. Comme il le dit lui-même, tirage multiplié par 3, c'est à peu près exact. Bon, donc être en 41-42, ce critique-là, et pas que ce critique-là, donc vraiment un polémiste
polémiste politique et pas seulement antisémite à Je suis partout, c'est important. D'autre part, il commence à publier des brûlots, dont un brûlot sur le théâtre et le cinéma, sur les tribus, entendu juives en particulier, maçonniques, mais surtout juives du théâtre et du cinéma. Mais quand même, c'est une surprise. Et pour Brasillac, par exemple, il le dit bien après, c'est une surprise. On n'attendait pas d'abord de lui un livre, puisque c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire « je vais m'y mettre », mais qui ne sortait jamais de livre, et surtout pas le fameux roman dont il rebattait les oreilles. Il menaçait de publier des romans, voilà. Et il sort cette chose incroyable de 600 pages, d'une violence quand même à peu près continue, même si effectivement il faut reprendre son souffle, même le lecteur doit reprendre son souffle, parce que 600 pages d'éreintement, non, j'irais 300 pages d'éreintement sur 600, mais c'est déjà pas mal. Et là, il étonne beaucoup. Et évidemment, certains en sortent révulsés. Mais Daniel Cordier lui-même a raconté plus tard, Daniel Cordier qui venait le secrétaire de Jean Moulin, de la résistant, culture de droite, maurassien d'ailleurs. Voilà, tout à fait maurassienne. Mais il avoue qu'avant de plonger définitivement dans la résistance, il s'est plongé dans les décombres. Et il est premier à dire, ça avait une certaine séduction. Et après avoir lu les décombres, ce que je trouve très intéressant, Cordier décide de choisir la résistance. C'est ça l'histoire. François Livonnet. Ce qui est étonnant dans Je suis partout aussi, c'est que Tyran à 350 000 exemplaires, c'est un tout petit groupe. Aujourd'hui, quand on parle d'un journal qui tire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, c'est une bureaucratie, une machine énorme journalistique. Là, c'est un petit groupe. Et il y a une grande souplesse aussi à cet égard. Et assez soudé, étant entendu que Gaxot est parti et que d'ailleurs Rebattet poursuit ceux qui sont partis, Gaxot, Claude Roy, bien sûr, d'une haine. Alors ça. Oui, alors effectivement, donc il est l'incarnation du radicalisme collaborationniste au sein de Je suis partout. Même Brasillac s'en ira en 1943. Rebattet est un des derniers parmi les derniers. Il continue à animer des meetings. Et il y a des photos où il est montré en tribun, éructant. C'est un des derniers à être à la tribune pour chanter la gloire du national-socialisme et de l'engagement hitlérien. Oui, le fameux meeting de janvier 1944, sur lequel on a plusieurs versions, et avec un texte qui se termine par mort aux Juifs, non, janvier 1944, mort aux Juifs, vive le national-socialisme. Donc, bon. Et en même temps, les témoins disent, il surjoue, c'est-à-dire il n'a pas la voix, c'est pas Doriot, c'est vraiment pas un orateur. Il le dit lui-même d'ailleurs. Oui, ouais. Et en effet, il y a un contraste. Il s'auto-excite, mais ça va quand même assez loin dans le symbole, parce que justement, on est dans l'affirmation symbolique, mais le symbole, c'est essentiel, on est bien d'accord ici ce soir pour le dire. Quelques mois plus tard, après ce meeting, il va adhérer à la milice, mais à la milice, il y avait deux catégories de miliciens. Il va adhérer même à la fraction proprement militarisée de la milice, c'est purement symbolique, mais les frangardes, et il va revêtir une fois au moins l'uniforme des francs-gardes. Voilà. Donc d'une certaine façon, il est allé aux limites du terrain, du carton. Oui. Tout pour se faire haïr, ça c'est clair. Alors il est condamné à mort en 1946, il est gracié. Par le président Vincent Auriol. C'est la première grâce. Il est gracié comme Cousteau d'ailleurs, voilà. Qui lui au procès a tenu. Alors que Rebattet, au témoignage de tous, c'est intéressant de découvrir que parmi ceux qui étaient présents dans la salle et journalistes à l'époque, il y avait un certain Armand Gatti, un certain Roger Grenier qui étaient là et qui racontent tous le déballonnement de Rebattet. C'est-à-dire que pendant son procès, le personnage s'est défait, s'est décomposé. C'est comme ça qu'il a été interprété par les journalistes qui étaient dans la salle. Il y a des choses quand même assez gênantes. Il a dénoncé. Et que les victimes des dénonciations sont venues témoigner. Oui, parce qu'il y a des actes de dénonciation nominale. Au moins à 2 reprises, il y a quelques lettres extraordinairement compromettantes de Rebattet, où il n'hésite pas à dénoncer un responsable d'organisation de jeunesse, qui d'ailleurs est sanctionné juste après, par une lettre qui remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et d'autre part, quand il était responsable, avant la republication de Je suis partout, fin 40, début 41, des pages d'écho du journal de Doriot, ce sont des pages, des pages qu'on imagine, on en connaît l'équivalent dans Au pilori, etc., de dénonciation ad hominem. Il est quand même le responsable de ces pages-là. Alors condamné à mort en 1946, gracié par le président de la République, sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité, les bails n'existent plus, donc il est encagé, puisque les cellules des condamnés à perpétuité à Clairvaux étaient vraiment des cages à poules de 2 mètres sur 2, et toutes les affaires du détenu devaient tenir dans un unique baluchon, donc c'est le bagne moins le bagne, d'une certaine façon. Et les chaînes aux pieds. Sauf quand on n'est plus condamné à mort, éventuellement. Et il sera libéré en 1952, assigné à résidence, il aura le droit après de revenir à Paris. La question très simple, comment a-t-il réussi à passer entre les mailles du filet, si j'ose dire ?
Peut-être que la principale réponse, il y en a sans doute d'autres, c'est qu'il s'est passé 2 ans depuis les premiers procès, Brasillac, et le temps a joué pour lui. Le temps a certainement joué pour lui. Je ne pense pas qu'il y ait aucun, en fin 46, début 47, plus aucun écrivain fusillé. Donc le moment où les, entre guillemets, intellectuels payent, c'est vraiment au début. Et la mobilisation est encore plus large pour lui que pour Brasillac. C'est presque paradoxal. C'est plus facile sans doute de se mobiliser, donc tout le monde y va, y compris ceux qu'il a insultés, comme Duhamel ou Mauriac. Donc il sort en 52, il meurt en 72, à 20 années, et pendant ces 20 années, Pascal Horry, il essaie d'être celui qu'il aurait voulu être avant de faire de la politique. Il publie un énorme roman, en 2 gros tomes, grâce à Paul chez Gallimard, Les 2 étendards, dont je rappelle quand même que pour cet anticatholique, le titre est une citation de saint Ignace de Loyola, le drapeau du diable et le drapeau de Dieu. Et on peut le lire dans Valeurs actuelles, dans Spectacle du Monde. Il publie son énorme histoire de la musique. Donc là, il y a une volonté quasiment de rattraper le terrain, mais en restant quand même un idéologue, puisque dans Rivarol, il publie des articles politiques. Oui, tout à fait. Mais déjà, la publication de ce roman, Les 2 étendards, est extraordinaire, puisqu'il est encore à Clairvaux quand le roman sort. Et ce grand naïf est tout étonné du silence, parce qu'il s'attend que ça fasse éventuellement scandale, qu'on soit pour ou contre. Bon, il y a quelques réactions, mais dans l'ensemble, c'est le grand silence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un personnage qui, à mon avis, est sur la bonne ligne à ce moment-là, c'est Étiamble, qui se fait virer, pour être clair, des temps modernes par Sartre, parce que Étiamble écrit un article en 2 parties. Premièrement, Rebattet est un salaud. Deuxièmement, c'est un grand roman. Et ça, Sartre ne peut pas le supporter. Il serait peut-être pas le seul à l'époque à ne pas le supporter. Mais peu sont des Étiambles. La plupart gardent un silence prudent ou accablé, ou ne veulent même pas ouvrir un ouvrage qui est signé de Rebattet, qui donc est encore à la centrale de Clairvaux. Alors ensuite, la machine à perdre s'enclenche, parce que le 2e roman de Rebattet, qui est une sorte de nouvelle un peu gonflée, Les épis mûrs, va être un échec. Alors, qui a été réédité par l'édition Le Dilettante, effectivement, de même que la correspondance de Clairvaux entre Rebattet et Roland Cailleux. Oui, une préface et une édition de Nicolas Destiendorf, héritier testamentaire à l'heure actuelle, un Destiendorf de Rebattet. Et donc, peu à peu, tout se déglingue. Rebattet, de nouveau, était incapable de terminer ses autres manuscrits. Il y a quand même 2 autres romans qui restent inachevés. Et c'est effectivement une histoire de la musique qui, d'une certaine façon, le sauve aux yeux de certains. Mais il faut préciser qu'il redevient un critique cinématographique, sans doute moins central qu'avant-guerre, mais enfin non négligeable. Et c'est un homme qui applaudira à la Nouvelle Vague, comme il applaudira à Pierre Boulez. Ce qui, à mon avis, est tout à fait cohérent, parce que ma définition rapide d'un intellectuel fasciste, c'est que c'est un moderniste. Donc c'est un avant-gardiste, bah oui. Tout à fait. Et on va s'en rendre compte dans sa condamnation, je dirais, de Vichy. Et c'est un homme qui change d'avis comme de chemise, car quand il redevient dans Spectacle du Monde critique de cinéma après-guerre, les premières personnes qu'il va défendre avant la Nouvelle Vague, ça va être René Clair, injustement oublié, dit-il soudain, qui était quand même l'ennemi qui était parti en Amérique. Il l'a toujours défendu. Oui, mais il va le défendre encore plus, il commence à l'oublier, et Ernst Lubitsch, qui lui semble être le plus grand metteur en scène américain. Moi, je me souviens de 4 articles de suite qui étaient à côté de ceux de ce pauvre Vialat qui, lui, avait failli perdre la tête à la fin de la guerre parce qu'il avait fait la guerre. Il y a eu 4 articles de suite sur Lubitsch dans Spectacle du Monde où il disait « Décidément, quoi qu'on fasse, on en revient toujours à Lubitsch qui a inventé une grammaire dont nous nous servons encore aujourd'hui. » Donc, c'était il dit une ambiguïté totale. Il était à la fois avant-gardiste, mais il revient à des valeurs d'avant-guerre. Et moi, ce que j'aime chez lui et ce que je n'aime pas chez lui, c'est son manque de cohérence absolue. C'est-à-dire qu'il peut dire le contraire absolu de ce qu'il a dit. Il ne s'excuse jamais vraiment. D'ailleurs, pendant le procès, le nombre de fois où il dit « Oui, mais là, j'étais trop loin, je me suis laissé emporter dans ma phrase. Mais je regrette les quelques lignes de trop. J'avais déjà dit ce que j'avais à dire, alors j'ai peut-être été un tout petit peu loin. » Et tout ça avec une veulerie assumée. François Livonnet. Moi, historiquement, je ne sais pas si ça a été travaillé, mais l'univers de Clairvaux. Parce qu'à Clairvaux était aussi Maurras et Pujol. Donc, Pujol, le bras droit de Maurras. Le bras droit de Maurras. C'est-à-dire que ces gens qui étaient à la fois donc, des collaborateurs, mais qui se haïssaient, se méprisaient, tous ces gens ne pouvaient pas ne pas se croiser de temps en temps, se mépriser. Donc il y a un travail historique qui a été fait là-dessus.
Sur Clairvaux, Robert Belot a travaillé un petit peu justement sur l'atmosphère de Clairvaux, mais à mon avis, ça mériterait une pièce de théâtre ou un film. Les derniers grands événements donc dans la carrière, je dirais littéraire, éditoriale de Lucien Rebattet, c'était la publication donc par Bourgine, premier numéro de la collection bouquins d'une histoire de la musique. Effectivement, c'est un ouvrage que j'avais lu il y a bien longtemps quand il était paru en bouquin. Ce qui est assez étonnant, c'est effectivement un modernisme et un avant-gardisme absolument acharné, mais doctrinal et sans aucune sentimentalité. C'est-à-dire qu'il pousse en avant tous ceux qui font avancer, je dirais, formellement le langage musical. Alors c'est tant mieux, Mozart bien évidemment, mais Bach, Beethoven, Wagner bien sûr. L'école de Vienne, il est quand même obligé de reconnaître, je crois, je le cite en disant que c'est un grand exemple de noblesse musicale. Et puis toute la musique contemporaine, boulesienne, Stockhausen, et lui convient tout à fait. Et par contre, il a un mépris. Mais alors c'est là où justement réapparaissent les vieux réflexes idéologiques et politiques pour toutes les musiques nationales, d'inspiration folklorique. Alors, une haine de Tchaïkovski, de Shostakovich absolument transcendante, un grand mépris pour Sibelius, même, je crois, pour Ravel, pour Poulenc, alors n'en parlons pas, je me souviens, il y a ce passage sur son concerto pour clavecin avec quelques petites agaceries de clavecin, un mépris total pour Satie, quand même un ouvrage étonnant à la fois dans des partis pris esthétiques et avant-gardistes et une sorte de refus de toute une musique qui ne collerait pas à un projet révolutionnaire presque. Oui, c'est assez cohérent avec ce qu'on pourrait appeler, allons vite, modernisme. Voilà. Alors, sans parler du cas où il peut conjoindre ça avec ses relents d'antisémitisme à propos de quelqu'un comme Meyerbeer. Meyerbeer est habillé pour l'hiver, là, tout à fait. Et quand il meurt en ce qui concerne le cinéma, c'est intéressant de voir on va reparler. Il le raconte lui-même dans la période a posteriori, précisons tout de suite Clairvaux, mais enfin c'est confirmé par la documentation. Pendant les guerres, il se réconcilie avec Carnet. Il dit clairement toute l'admiration qu'il a pour Renoir, etc. Le modernisme est beaucoup plus marqué en matière musicale qu'en matière picturale, où là, il a de grandes réserves. Il parle du cubisme comme une impasse stérilisante. Et en même temps, il a des phrases sur Picasso consistant à dire mais le Picasso du début, pourquoi pas, etc. Oui. Alors, ces décombres donc qui sont au cœur de l'émission de ce soir, puisqu'elles reparaissent donc en bouquin à fond, Pascal Horry, quel est le moteur déjà à l'origine du livre? Parce que c'est à la fois un témoignage personnel, donc c'est une dimension de mémoire, c'est une dimension de chronique, en même temps c'est un côté, je dirais, largement doctrinal et programmatique. Donc c'est à la fois une sorte de programme politique pour l'avenir et une sorte de fin de non-recevoir et de condamnation absolue du passé. Vous avez très bien résumé. C'est un ouvrage fondamentalement autobiographique puisque ça suit le cheminement de l'auteur.
Ça se termine en effet par des chapitres. Il s'est un peu forcé d'ailleurs à les écrire. Il a considéré que c'était indispensable et ça c'est assez accablant en effet du coup. Ça se termine par une reconstruction doctrinale, mais fondamentalement le choc c'est bien sûr la défaite de la France. Le choc aussi c'est la peur qu'il a ressentie face aux menaces in extremis du fait de Mandel. L'assassinat de Mandel, ça commence, le processus qui aboutira à l'assassinat de Mandel 4 ans plus tard, donc ça commence à ce moment-là. De l'Intérieur. Georges Mandel est l'éphémère ministre de l'Intérieur de Paul Reynaud et met en action les possibilités qu'il a de commencer à maintenir sous surveillance et même arrêter un certain nombre de journalistes d'extrême droite soupçonnés de trahison. Et là, à ce moment-là, Rebattet se sent directement touché. Donc tout ça enclenche quelque chose, mais malgré tout, ce qui me paraît essentiel, c'est quand même son expérience l'été à Vichy, parce qu'il indique qu'il a commencé en juillet 1940. Au fond, ça c'est le départ de la rédaction. Oui, mais vraisemblablement c'est à l'automne 1940 quand il a bien compris que Vichy ne serait jamais la cellule de l'État fasciste dont il rêve. Qu'en particulier, d'ailleurs ils sont plusieurs à remonter sur Paris à ce moment-là, Déa et les autres, ou Doriot un peu plus tard Doriot. Pas de parti unique, pas de mouvement de jeunesse unique. Ce qui explique que assez vite il va consacrer une partie non négligeable de son énergie, et ça va monter, c'est dans les décombres, mais c'est également dans ses articles de Je suis partout, à attaquer Vichy. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces collaborationnistes sont vraiment des critiques acerbes de Vichy en épargnant le maréchal. Parce que dans les décombres, le maréchal est épargné. Ce qui lui vaut d'ailleurs, on le sait maintenant, grâce au dossier qu'on a constitué, une lettre de Monterland, assez détaillé, qui le remercie en disant grosso modo, je pense comme vous, mais il y a quelqu'un que vous n'osez pas attaquer, il ne donne pas son nom, mais c'est le maréchal Pétain. Philippe Rouillet. Oui, on est assez saisi. Enfin, quand on découvre ce livre, moi, j'avais pas lu l'édition de Pauvert. Il faut quand même passer sur un certain nombre de rédactions, quoi. C'est-à-dire que on est quand même touché par ce qu'on lit. Les 600 pages, enfin, on a eu cette discussion sur Sade, mais pour moi, c'est pas du tout comparable. Enfin, c'est-à-dire que les limites, après, chacun les met où il peut. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit l'itinéraire d'un jeune homme et tout ce qu'il va vivre. Et c'est vrai qu'il y a un talent d'écriture évidemment, qu'on retrouve dans ces critiques cinématographiques dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, ce qui marque évidemment, c'est d'abord et avant tout le constat, une espèce de constat radical sur la faillite absolue d'une société, d'un régime politique, et on cherche les responsables. C'est le grand mot quand même du livre, c'est les responsables. Il y a une maladie, il y a un trépas, cherchons, puisque la métaphore biologique est permanente, cherchons quel a été le processus de contamination, la manière dont la maladie s'est répandue, et donc on accuse bien sûr, puisque Rebattet est à l'époque un des piliers de Je suis partout, et que c'est un futur soutien, même un actuel soutien de l'hitlérisme, on accuse bien sûr la démocratie républicaine, on accuse les juifs, on accuse les francs-maçons, et puis surtout, ce qui me semble à l'arrière-plan de tout ça, une sorte d'avachissement français qui serait consécutif au Front populaire. Pascal Horry. Oui, je pense que les lecteurs qui ouvrent le livre en 1942 s'attendent à ce que la démocratie parlementaire, la République, les laïcs, les francs-maçons, aussi les juifs, j'y reviendrai parce que c'est quand même central pour Rebattet, soient accablés. Ils s'attendent pas à voir que dans le procès de Rebattet, l'armée française y passe, ce qui oblige à préciser une chose, on ne peut pas dire, ne serait-ce qu'un seul instant, que Rebattet fut antimilitariste. Ce qu'il aime, c'est les armées de vainqueurs, quoi. Donc il a une vraie admiration, il y a des pages tout à fait admiratives de l'armée allemande. C'est-à-dire qu'il a du goût pour la force. Voilà, pour les victorieux. Voilà. Note de la mitrailleuse. Voilà. Voilà. Et d'autre part, il attaque férocement l'action française. Et ça, beaucoup de lecteurs ne s'y attendent pas, et même si on sait qu'il prend ses distances et que Je suis partout, mais quand même. Donc le procès est quand même très général, peu échappe. Mais alors, on reviendra sur ce qu'il propose ou ce qu'il ne propose pas d'ailleurs à la place. Mais alors, ce qui est frappant, c'est quand même l'omniprésence de l'antisémitisme. Parce que les francs-maçons, il en parle un petit peu comme ça, en passant. Les socialistes sont juifs de toute façon, efféminés, etc. Mais quand même, les juifs sont effectivement à toutes les pages. C'est le
C'est ce qui relie aussi bien les bolcheviks, la Banque de Londres, il envoie même dans l'armée, dès qu'il peut repérer un adjudant juif, ça y est, hop. Voilà, et là donc la juiverie est à la fois le complot généralisé et la judéité le mal, le poison. Absolument. Et ça, on retrouve ça dans la littérature au fond fasciste et nazie. Disons nazi, parce qu'il ne faut pas oublier que le fascisme n'est pas antisémite, que la grande inspiratrice de Mussolini était juive. Donc la contribution allemande, c'est de faire de l'antisémitisme quelque chose de capital, ce qui va d'ailleurs à son tour contaminer le fascisme italien. Avec à la fois donc l'idée d'une sorte d'eschatologie apocalyptique qui est liée un peu à cette conjuration contre la race blanche, contre les Aryens et la tradition classique, et en même temps une sorte d'utopie qui fonctionne à partir de certains modèles de pureté. Ce mélange-là, on le trouve chez les idéologues allemands de l'époque. Alors, ce qui est impressionnant, par exemple, pour que les auditeurs aient une idée, je ne sais pas si ça donnera envie d'acheter, bon, peu importe, mais il se trouve à Vienne après l'Anschluss, et ce qu'il écrit est exceptionnel quand même, parce qu'on s'attend à tout, mais il dit clairement qu'il respire la revanche de sa race en voyant le triomphe des SS dans les rues de Vienne et les magasins juifs fermés avec les inscriptions magasins juifs. Et ça, il l'écrit. Les descriptions des paysans français recrutés dans l'armée en 39 et en 40, vous parliez de la dégénérescence, c'est-à-dire ils sont à la fois... Ce n'est pas exagéré pour lui, d'ailleurs il le reprend. C'est intéressant de voir que l'homme politique qui va finalement trouver grâce à ses yeux, il y en a peu, c'est Marcel Déat. Il y a une vraie admiration par Marcel Déat. En précisant à l'auditeur, c'est pas si évident. Marcel Déat, c'était quand même le grand avenir de la sociologie française. C'est la 3e génération après Durkheim. Bon, c'est un intellectuel, c'est un socialiste qui devient néo-socialiste, c'est un homme à système, très, très lié à la franc-maçonnerie, ce qui fait que de toute façon, chez Rebattet, cette dimension-là est assez secondaire. Et effectivement, c'est vraiment sans doute le type d'intellectuel et d'homme politique dont avait rêvé Rebattet. Ça fait réfléchir quand même. Oui, parce qu'il y a chez lui une espèce de désir effréné de modernisme. Et là, on retrouve une sorte de fascination chez certains intellectuels pour, entre guillemets, l'avant-gardisme, le modernisme fasciste. Ça, bien dire, les futuristes italiens qui voulaient brûler les musées et faisaient l'apologie de la mitrailleuse comme œuvre d'art. On retrouve un peu cet esprit-là. Oui, il est d'ailleurs sans doute moderniste par futurisme, d'une certaine façon. En tous les cas, tout ce qu'on vient de décrire, cette dimension esthétique, je crois que c'est très pertinent. D'ailleurs, Brasilac a des phrases très, très claires qui sur était devenu le fascisme par poésie. Oui, voilà, le fascisme, c'est la poésie du XXe siècle. Voilà. Et c'est pas négligeable. Je pense qu'on pourrait réfléchir sur certains engagements à l'extrême gauche aussi de même nature, à d'autres moments ou au même moment. Mais au fond, ce qu'il reproche fondamentalement à cette France, c'est d'être moche. Elle est décadente, mais parce qu'elle est moche, elle est laide. Enfin, c'est tout à fait ça. Et là, François Livonnet, là, on a quand même dans les décombres, on parlait de Dubout, on peut parler de Jacques Perret, de Marcel Aimé, alors de Léon Bloy, mais il détestait Bloy parce que Bloy était un catholique enjuivé. Mais il y a quand même dans les décombres une approche purement spectaculaire, oculaire, on pourrait dire, de la décadence française. Il y a des pages où c'est totalement rabelaisienne Ah oui, il y a des pages extraordinaires, notamment sur un bougnat lyonnais qui commence le matin au vin blanc et qui toute la journée boit avec une régularité qui finit au Ricard. Et il voit l'exemple même de la France, cette France qui baigne dans l'alcool et qui va disparaître dans l'alcool. Là où on rejoint d'ailleurs Céline, parce que l'hygiénisme de Céline, fondamentalement, je dirais la spécialité médicale de Céline, c'est l'hygiène. Avec une différence tout de même, c'est que Céline ne boit pas d'alcool. Ah non, alors que Rebattet, par ailleurs. Mais c'est une des nombreuses contradictions de Rebattet, parce qu'on vient de prouver évidemment qu'il déteste Maurras. L'apologie de la jeunesse, de la force, c'est une sorte de grand idéologue païen de la force en marche, Rebattet. C'est ce qui donne des formes d'ailleurs à son avant-gardisme. Oui, la force, la vitalité, la santé... avec un mépris d'ailleurs qui est parfois difficile à soutenir pour la vie d'une manière générale. Il y a un passage par exemple où il parle de mort possible de soldats, il dit mais quelques gouttes de sperme permettront de reconstituer les troupes. Oui, il y a surtout aussi chez lui quelque chose qui est une revendication d'un socialisme nouveau, qui est un socialisme non utopique, qui parle d'un socialisme réaliste. Donc ce mélange entre à la fois la grande santé d'une Europe régénérée et puis une sorte de critique, d'une certaine modernité qui est celle des Lumières, qui est celle de la Révolution française quand même. Il a à cet égard quand même il appartient à cette tradition de la réaction tout de même. Il y a un mélange à la fois de modernisme et de réaction
qui se retrouve d'ailleurs dans son adhésion au nazisme, car il voit à la fois dans le nazisme quelque chose qui va conserver la vitalité européenne et en même temps quelque chose qui va dépasser l'Europe vers quelque chose de nouveau. Pascal Horry ? De toute façon, il est quand même plus fort dans la démolition que dans les propositions, mais vers la fin, l'espérance pour moi est fasciste, le fascisme c'est la nation, c'est la famille, donc on retrouve un peu travail famille-patrie, mais de manière encore plus épurée et radicale, parce que il n'arrête pas de dire oui, c'est ce que Vichy a dit, mais non, ils sont restés au milieu du gué, allons plus loin. Mais allons plus loin dans quelle direction ? C'est vraiment une société militarisée qu'il appelle de ses voeux, sauf que ça correspond assez peu au personnage, après tout. Justement, ce personnage est un peu exempt de tout ce qu'il rêve. Enfin, il est un peu à la porte de ses fantasmes et de ses rêves. Absolument. Et d'ailleurs, les contemporains l'ont bien pressenti. Déjà, le courrier des lecteurs, dont on n'a plus quelques épaves, des décombres, dit à peu près ça. Ce ne sont que des lettres favorables. Je ne sais pas s'il en a reçu d'hostiles, mais enfin, il ne les a pas conservées. Mais elles se terminent toutes par « Oui, mais maintenant, écrivez le deuxième livre. Créons un parti, etc. » Et bien entendu, ce n'est pas du tout ce qu'il pense faire. Jean-Pierre Dionnet ? Moi, ce qui me fascine, c'est que, en quelque sorte, il parle d'Europe. Il parle de la place de l'Allemagne, de la place de la France, de la place de l'Italie, sur laquelle il hésite plusieurs fois, sur la place de l'Espagne, où il est très clair sur ses choix, parce qu'il y a un danger en Espagne terrible, qui sont ces hordes venues de Sibérie et d'ailleurs, par Américains interposés. Et ça me rappelle terriblement les propos autour de la Révolution que vont tenir, par exemple, Lord Byron. Lord Byron dit « L'Europe est un monde idéal si on veut bien accepter que les écrivains soient anglais, que les musiciens et les philosophes soient allemands et que les Français soient ceux qui mettent en œuvre tout ça sous forme d'une révolution. » Donc il y a déjà une espèce de notion d'une Europe mouvante, mais où... Si on rassemble tout, ça fonctionne. Et je relisais, hors sujet, vous me direz pas tant que ça, les lettres de Chardon à Nimier, où il dit l'Allemagne est une force énorme, elle a toujours eu, mais elle ne sait pas ce qu'est l'ours russe. Si elle s'attaque à l'ours russe, elle est perdue, car l'ours russe sera toujours le plus fort, car elle n'a pas peur de la mort, alors que l'Allemand est comme nous, il a peur de la mort. Donc, si vous voulez, on a une notion européenne, et sa société idéale, elle élimine tout ce qu'il appellerait les Levantins. Alors le Levantin, pour lui, ça commence avec Aix-en-Provence. Oui, ça va de et ça descend sur l'Italie et l'Espagne. Sur l'Italie, c'est pas trop quoi dire. D'ailleurs, parce qu'à un moment, il n'ose pas dire de mal. La chute de Mussolini le confirme, comme tous les extrémistes, dans le fait que, Mussolini, c'était pas ça. Le vrai modèle, c'est Hitler, oui. Mais il a un respect idéologique pour Mussolini. Oui, mais il a un grand mépris pour le peuple italien. Oui. Au fond, le peuple italien ne méritait pas Mussolini. Et on l'a vu. Sont des Levantins. Toutes les gares saxonnes grouillaient de cohortes nocturnes en marche pour le prochain congrès de Nuremberg. Des tambours de 12 ans aux épaulettes rouges, sérieux comme des grenadiers du vieux Frédéric. Des bataillons de fillettes en tenue de campagne, la guitare en bandoulière entre leurs longues tresses, les gaillards de l'Arbeitsdienst, étudiants, paysans et ouvriers confondus, aux épaules herculéennes et aux joues d'enfants. Derrière cette armée d'écoliers en uniforme, pas une seule de ces blafardes ou hargneuses figures des gens qui, chez nous, s'occupaient de la jeunesse. Pions, curés clairons, célibataires rancis, âcres et antiques vierges, leur chef de file était pris au milieu d'eux. Rien n'était vivifiant, rien n'appelait l'amitié comme cette levée de toute une jeunesse qui se crée elle-même son ordre. Et quel ordre! Sans avoir abdiqué quoi que ce fût de sa vieille part de gaieté divine. Rien du scoutisme qui se souvient toujours d'avoir été créé par les Anglais, sermonneurs et antimilitaires. Il n'était point besoin de prédicants d'académie ou d'église pour aspirer l'unanimité et la ferveur à l'adolescence allemande. En chantant, en croquant des saucisses, chargée fièrement du vrai havresac de guerre comme d'un insigne de sa vigueur, elle partait pour les grandes vacances de l'enthousiasme. Que n'avait-on pas dit sur son asservissement ? Je me rappelais dans nos quartiers bourgeois les effrayantes promenades de famille, les filles blafardes et sournoises, chapeautées comme de vieilles institutrices, les grands garçons nigauds dans les jupes de leur mère. Où se trouvait la liberté ?
Voilà un extrait des décombres de Lucien Rebattet au cœur de notre mauvais genre de ce soir sur France Culture. Là, Pascal Horry, là, on a un texte où il y a le pire et le meilleur. C'est-à-dire le pire, c'est cette France bourgeoise, rancie, confite en respectabilité, surveillée par tout un tas de pions qui dominent les consciences. Puis à côté, les jeunes Siegfried qui partent d'un pas allègre vers l'Europe nouvelle. Puisqu'on est à la radio, évoquons des images. C'est vrai que la partie positive de ce texte, ça fait penser au triomphe de la volonté de Lénine. Tout à fait. Donc je rappelle qu'une biographie sort chez Talendier de Jérôme Bimbenet. Mais on voit bien que la tendance irrépressible de Rebattet, c'est quand même assez vite de repasser au négatif et de régler ses comptes, parce qu'il ne jouit jamais autant que quand il règle ses comptes avec le négatif. Le positif, bon, ça n'a qu'un temps chez lui. Ben oui, c'est vrai. Il y a cette confrontation, si je peux me permettre 5 lignes de citation, parce que c'est pour moi un des passages les plus violents, à titre personnel, du livre. C'est quand il confronte justement le négatif et le positif. C'est à propos des Juifs, et c'est à propos du cœur de ce qui fait sa vie, d'une certaine façon, son amour de la musique. Les Juifs, essentiellement imitateurs, ont été sans conteste de remarquables interprètes dans tous les arts, sauf le chant. Je ne verrais aucun inconvénient pour ma part à ce qu'un grand virtuose musical du ghetto fût autorisé à venir jouer parmi les Ariens pour leur divertissement, comme les esclaves exotiques dans la vieille Rome. Mais si ce devait être le prétexte d'un empiètement, si minime fût-il, de cette abominable espèce sur nous, je fracasserais moi-même le premier des disques de Chopin et de Mozart par les merveilleux Horowitz et Menuhin. Ça dit tout. François Livonnet. Oui, quand on fait ces lectures, quand on compare avec Céline, par exemple, c'est d'extrêmement classique dans l'écriture. Alors justement, terminons par l'écrivain lui-même, parce que le problème que pose Rebattet, c'est celui de l'écriture. Ce qu'il dit, d'autres l'ont dit. L'autre l'ont dit, l'ont redit, n'ont cessé de le marteler dans la presse, dans des romans. Mais bon, c'est ce livre qui reste, parce qu'il reste une écriture marquée par il y a des trouvailles, il y a des portraits, il y a des scènes de genre. Mais tout ça est aussi, il faut quand même le dire, quand on dit que c'est un épouvantable chef-d'œuvre, c'est ce que disait Galtier-Boissière, je crois. On comprend en quoi il est épouvantable. Le chef-d'œuvre, faut nuancer, parce que il y a des moments, il y a de grands moments, il y a des scènes très fortes. Puis il y a des tunnels, comme on dit, notamment par exemple sur toute la guerre. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a à la fois un style journalistique assez neutre par moment, qui est bien évidemment écrit. Ce journaliste avait une plume. Quand on lit Je suis partout, on est d'ailleurs très surpris par la qualité des plumes, d'ailleurs, d'une manière générale. Ce qui comptait beaucoup, d'ailleurs, dans la séduction du journal. Voilà. Et de temps en temps, il y a des moments qui sont quasi bloyens. Là, on ne peut pas ne pas penser à Léon Bloy, c'est-à-dire un moment où on quitte même, je dirais, le sérieux de la critique pour se laisser bercer par le verbe. Et le bon mot chez Rebattet, pour un bon mot, il est prêt à tout sacrifier, je crois. Parfois même, peut-être, ses convictions. N'est-il pas, avant tout, quelqu'un qui a une oreille musicale? Car ce qu'il pratique dans son écriture, que je préfère à Céline, c'est de mon droit le plus strict, c'est cette technique très musicale du point contre point. C'est-à-dire, il y a vraiment des écritures neutres, qu'on peut dire quasi journalistiques, mais aussi assez factuelles, puis les envolées, puis le contrepoint. Et je trouve qu'il a une écriture qui est très musicale. Alors, quand on parle de Bloy, je pourrais dire qui passe d'une musique romantique à tout d'un coup une musique éteinte, et puis il remonte. C'est d'ailleurs souvent les musiciens qui l'ont le plus séduit, ceux qui arrivaient à avoir des moments calmes et puis des grandes envolées, dont il parle très bien, ceux qui appellent en nuances. Je crois que son écriture correspond assez bien à ses désirs, et puis tout d'un coup, parfois, un démon le saisit, et il n'est plus dans le point contre point, tout d'un coup, il est dans l'invective avide. Saillie. L'invective avide, comme l'étaient les futuristes italiens, qui vont d'ailleurs être pratiquement tous tués par Mussolini, parce que Mussolini est tué jusqu'à un certain point, mais après, le plaisir d'écraser un enfant avec une automobile nouvelle de Marinetti, ça faisait très joli comme ça, mais ça ne pouvait pas trop s'appliquer dans la réalité. Non, moi, je trouve qu'il n'a rien à voir avec Céline, sinon les dates. Ce sont deux formes d'écriture qu'à des moments, c'est presque Pierre Benoît, qu'à des moments, c'est presque Léon Bloy.
Oui, absolument. Voilà, Lucien Rebattet entre Pierre Benoît et Léon Bloch. En tout cas, donc... Il aurait été très content pour Pierre Benoît. Pour Pierre Benoît. Donc, à lire ou à relire, mais en tout cas en intégralité, avec nombreux inédits et de nombreuses annexes qui livrent là tout le dossier donc des décomptes de Rebattet. Le dossier Rebattet, c'est chez Robert Laffont. On va dire maintenant quelques mots, bien évidemment, de cette dimension cinéphilique et de Rebattet, critique de cinéma. Louvel Étienne. Non seulement cet individu... Avance. Tiens, on t'apporte le lieutenant Voltaire tout chaud. On l'a trouvé au lit, dormait comme un ange. Il avait les tracts sur sa table de nuit, cet innocent. Les troupes allemandes reculent sur tous les fronts. Vous serez bientôt libre dans une France libre. Il pourrait demander l'avis de tout le monde, non? Moi, je n'ai pas envie d'être libéré par la banque Rothschild. C'est mon droit, non? Monsieur Pessac, tais-toi, salopard. Vous êtes le bienvenu, monsieur Pessac. Monte-le au premier, j'arrive. Vous voulez que je le commence? Non, tu m'attends. C'est drôle, je n'ai jamais aimé les instituteurs. Bon, si vous n'avez pas besoin de moi, je vais prendre ma douche. Hein. Pourquoi ils sont tous socialistes? Vous êtes socialiste, vous? Qu'est-ce que vous allez lui faire? T'inquiète pas, on va bavarder. Faudrait lui trouver une occupation à ce grand garçon. Il n'a qu'à m'aider à ouvrir les lettres. Tenez. Vous n'avez qu'à faire comme ça. Allez, continue, maman. Je tiens à signaler à votre attention que la femme Leboeuf-Solange, modiste à Loupsac, reçoit fréquemment la visite de ses deux fils, réfractaires et communistes. Pas plus tard qu'hier... D'accord, d'accord. Monsieur, je suis catholique, pratiquant et trouvant le marché noir indigne d'un Français et d'un chrétien, je vous signale Bon, que... il n'y a rien de sérieux ce matin. Voilà un extrait de La Combe Lucien, c'est avec la condamnation du marché noir commence déjà à inquiéter la Gestapo française telle qu'elle est mise en scène, en tout cas dans le film. Philippe Rouillet, donc quelques mots sur Rebattet, critique de cinéma. Ah oui, pas sur La Combe Lucien. Sur La Combe Lucien. Sur La Combe Lucien, on peut juste faire une parenthèse des moments, sur justement, voilà, dans la parce que réémergence de tout ce passé. Ce qui est très intéressant, c'est que Louis Malle fait ce film en 74. En fait, le terrain a été préparé par Marc Saloffi. Je pense que c'est le film Le Chagrin et la Pitié, son documentaire qui sort en 71, qui permet enfin de dire ce que les gens pensent tout bas. C'est-à-dire que jusqu'ici, on est quand même encore dans une fiction de la France résistante et tout ça. Et tout d'un coup, avec le documentaire de Max Ophuls, on voit ce que pouvait être... De Marcel. De Marcel, bien sûr. Non, oui. Bien sûr. On voit ce que pouvait être, on voit ce que pouvait être la collaboration en France. Et du coup, Louis Malle, en fait, va être inspiré par un voyage au Mexique, où il voit comment, les troupes de Pinochet utilisent des jeunes paysans ou des jeunes sans le sou pour mater la révolte étudiante. Et au lieu de les mettre, il les entraîne, et au lieu de les mettre en costume, il leur donne une carabine, n'importe quoi, un gourdin, et il les fout au cœur des révoltes, et c'est comme ça qu'il les mate. Et il y a cette fascination des gens qui ne sont rien, à qui on donne un peu de pouvoir, et La Combe Lucien, c'est exactement ça. Le gamin, il est garçon de salle, il est maltraité par tout le monde, il a 2 semaines de vacances, il rentre chez lui, il s'aperçoit que sa mère s'est mise en ménage avec un obro collabo du coin, et il n'a pas sa place, on a donné sa chambre à d'autres, et finalement il veut aller dans le maquis, l'instituteur lui dit que non, que c'est pas comme ça, et on prend pas des braconniers, et ben finalement il va être séduit par la police française, par ces Français, et là encore c'est très intéressant, parce que on avait l'image de la Gestapo dans le cinéma où c'était que les Allemands.
Et là, ce sont des Français. Et d'ailleurs, Lacombe Lucien, enfin le héros, passe son temps avec sa mitraillette de dire police française, police allemande, avec son accent de Figeac qui est absolument délicieux. Il faut préciser à ce propos que maintenant qu'on connaît bien le dossier du film, puisque Louis Malle, comme François Truffaut, est quelqu'un qui était l'archiviste de lui-même, il y a des archives Malle extraordinaires, très très bien classées, je signale aux amateurs, on voit bien que c'est un film 95% Louis Malle, parce qu'on avait vu Modiano intervient très tard dans le processus, c'est vraiment une œuvre de Malle. Mais Modiano, dès le bonus du DVD qui est chez Arte, reconnaît que quand il arrive, les trucs sont déjà en place et on lui a demandé de développer le personnage. Alors maintenant, est-ce que Rebatté aurait aimé le film? Non, moi je crois que sur Modiano, il y a son apport. Il est très léger, mais il est obsessionnel chez lui. C'est le personnage de l'actrice qui s'appelle, je crois, Mireille Beaulieu ou je ne sais plus quoi, etc. Beaulieu, qui est donc Corinne Lucher, au destin tragique, le colibri. Alors, je vous signale l'excellent livre de Carole Vrona, Corinne Lucher, un colibri dans la tempête à la Tour Verte, qui dit tout sur cette actrice qui arrive juste avant la guerre, qui est la star de Lénine Moggy, dont le père dirige un journal collaborationniste, Jean qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, qui fréquente Goebbels, tout le monde, et qui leur apprend à danser le Lambswalk, parce qu'elle le danse très bien, qui va jouer avec Michel Simon 3 films sidérants dans la première version du Facteur sonne toujours 2 fois. Qui est une actrice très moderne. Hein. Oui, très moderne. Une actrice d'un modernisme, avec une tête qui aujourd'hui fonctionnerait parfaitement, et qui à la fin de la guerre, son père est fusillé, elle est rejetée, et il va revenir plus tard dans un autre film avec Adjani, qu'on a à peine vu, où Adjani joue Corinne Lucher, qui s'appelle, si je ne me trouve pas, Un bon voyage. C'est Rapneau. Attends, on l'a quand même vu ce film, Jean-Pierre. Quand tu l'as pas vu, t'étais en Amérique peut-être. Il va revenir en 2003. Ouais, c'est un film formidable. Et il va arriver à la glisser encore une nouvelle fois, car pour lui, c'est le symbole, c'est ce qui intéresse Modiano, d'un personnage qui n'a rien compris. Et c'est effectivement une actrice inconséquente, un colibri, qui n'a rien compris, qui n'a rien vu. Et quand vous parlez du cinéma et des livres, je dirais que c'est aussi le moment où on adapte au bon beurre. Oui, Jean Dutour. C'est-à-dire que le roman qui a dit qu'on n'a peut-être pas tous été collabos, mais que beaucoup avaient croqué du marché noir, c'est le meilleur rôle de Roger Hanin. Voilà. Et c'est ce roman de Dutour qui, à sa sortie, avait quand même fait un très très gros scandale. Comme le film de Lacombe Lucien, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui on parle de Lacombe Lucien comme un très grand film, ce qu'il est, mais il a été très attaqué par la presse de gauche à sa sortie. Serge Danet, dont on ne cesse de tresser les louanges, a complètement passé à côté du film. Alors, parlons de Rebattet, cinéphile et critique de cinéma. Alors, c'est très marrant parce que ouvert le dossier. Rebattet, critique de cinéma, il n'a pas encore la chance d'avoir rencontré son Pascal Horry. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que on voudrait nous faire croire, on voudrait nous gommer tout ce qu'il y a qu'il peut y avoir de négatif chez Rebattet. Donc, on dispose d'un livre qui est en fait une anthologie qui s'appelle 4 ans de cinéma, qui est sorti chez Pardès, qui est un volume, c'est pas n'importe quel éditeur, donc 4 ans de cinéma, c'est 40-44, c'est 119 de ces 148 textes pour Je suis partout, c'est édité par Philippe Dugue. Le problème, c'est que les textes sont caviardés. Et il manque les textes les plus compromettants. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il n'y a pas la critique du Juif sus, le fameux film de Weitarland, qui n'allait pas assez loin, disait-il. Voilà, c'est ça. Il le trouvait trop sobre. Ceux qui ont pu voir le Juif sus, qui se voit on peut le commander aux États-Unis, s'apercevront de quoi il s'agit en parlant de sobriété. Alors après, on a l'image de Rebattet qui est récupérée par Truffaut, par Henri Langlois, comme étant celui qui a lancé la politique des auteurs. Alors c'est vrai que dans les années 30, quand il écrit à Je suis partout, il aime beaucoup les cinéastes américains, et il se trompe pas en défendant King Vidor, John Ford ou Howard Hawks, et ça l'arrange bien parce que le cinéma français, évidemment, ce qu'il reproche au cinéma français, c'est d'être avant tout un milieu contaminé par les Juifs, hein. Et par contre, il va s'emballer pour le cinéma français de l'occupation, parce qu'évidemment là il n'y a plus de cinéma américain, mais c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui il y a un côté exaltant qui est qu'on va reconstruire quelque chose, et il est dans l'exaltation de la reconstruction du cinéma français, qui de fait existe
dans cette période-là, puisque on ne voit plus de films étrangers, on voit un peu de films allemands, un peu de films italiens, mais c'est vrai que le public qui, d'une part, monte en flèche dans la fréquentation, le cinéma français, et donc il y a à ce moment-là de l'argent. Ce qui arrange bien Rebatté, c'est qu'évidemment tous les producteurs juifs, tous les techniciens juifs sont évidemment systématiquement écartés, et il y voit forcément l'avantage. Alors, ce qui est par exemple, il va dire grand bien de... Alors on dit, c'est formidable, il dit grand bien du ciel est à vous de Jean Grémillon, alors qu'il reçoit un courrier des lecteurs qui dit mais comment vous défendez ce film vichysois? Et il va définir, il va démontrer en quoi le film n'est pas vichysois, mais il défend Remorque en 41, et il va défendre Le ciel est à vous en 44 pour mieux écraser le Grémillon d'avant-guerre. Et nous, on sait très bien que le Grémillon d'avant-guerre, il est très bien, mais pour lui, c'était le Grémillon enjuivé. Et de même, il se réconcilie avec Carnet sur Les Visiteurs du soir, parce que Les Visiteurs du soir, pour lui, c'est l'exemple du film à suivre, et c'est un appel aux producteurs à reconstruire ça. Et alors il est très généreux aux entournures, parce qu'il faut quand même être dans la dialectique pour pouvoir dire Les Visiteurs du soir, c'est génial, et ce qu'a fait avant Carnet, Le Quai des Brumes, Le Jour se lève ou Hôtel du Nord, c'est nul. Alors du coup, il dit pas que c'est nul, mais il dit que ce qui est très dommage, c'est que ce sont des films qui sont qui ont un certain style, mais qui évidemment ne font que l'apologie de la prostitution, des déserteurs, des suicidés et des assassins involontaires. Sur Carnet, il dira « Quel dommage qu'on ait viré le Vigan ». Voilà. Voilà. Et bon, et après, on comprend comment Carnet ne manque pas de se réconcilier avec lui bruyamment. Alors, c'est vrai que politique des auteurs, oui, mais politique des auteurs vraiment à géométrie variable. Et alors, si on veut connaître le talent de Rebatté critique de cette période-là, il faut aller lire son fameux livre dont Pascal Horry citait tout à l'heure, Les tribus du cinéma et du théâtre, qui là n'est plus édité, mais qu'on peut trouver sur Internet très facilement en PDF. Et alors là, je peux vous dire que François Truffaut, Henri Langlois, retournez dans vos tombes, parce que là, vous découvrez ce que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'il refait toute l'histoire du cinéma en disant, en gros, jusqu'en 1900, l'histoire du cinéma est formidable parce qu'on est entre ariens, et ça commence à se gâter avec la fondation des studios américains. Alors, je vous dis, les créateurs des studios, les Marcus Lowe, les Adolphe Zukor, les Karl Lemleux, que nous tous, évidemment, on adore. Alors, il en donne, là, qui vont créer Fox, Warner, etc. Ce sont des brocanteurs ou des revendeurs de fourrures maquillées, plus ou moins reselleurs ou caramboleurs. Et ça continue comme ça. Donc Chaplin est à demi-juif. Alors évidemment, Bernard Nathan qui reprend Pathé, on ressuscite les vieilles légendes que c'était un pornographe, etc. Sûr. Il parle des frères Warner qui alors évidemment, pour faire un film avec le Youpin, le chanteur de jazz, etc. Les frères Warner, 4 juifs de seconde zone. Voilà, je veux dire, c'est alors. En même temps, il dit, je répète qu'il est ridicule de vouloir dénier aux juifs tout talent. Ce serait vraiment idiot de dire ça. Mais le véritable artiste juif ne manque jamais de frayer le chemin à des centaines de sordides corréligionnaires qui n'ont d'autre dessein que de supplanter le goy. Enfin, les juifs les plus doués sont presque infailliblement les plus militants de leur race. Et donc, je veux dire, ce livre, c'est une centaine de pages où on ne reprend jamais son souffle. C'est-à-dire que chaque ligne n'est qu'un terreau d'insultes, etc. Et donc, il faut bien mettre en regard tout ce qu'on vous dit sur cette édition de Rebatté, merveilleux auteur, etc. Oui, il a du talent d'écriture, on l'a vu dans Les Décombres, et quand il le met à la plume, et il a un talent d'analyse, mais avec une mauvaise foi dingue. Il arrive à quand même dire du bien de La Règle du jeu, et même de La Grande Illusion, de Renoir, où il y a quand même des personnages de juifs incroyables, mais il arrive à travailler en disant, comme ça, ceux qui n'aiment pas les juifs, voilà, et ceux qui les aiment, ils trouveront leur content aussi. François Livonnet. Dans Les Décombres, il y a quand même cette information, c'est que Maurras était allé une seule fois au cinéma pour voir Ben-Hur. Ce que je voulais dire, c'est que pendant la guerre, il y a un moment de grande confusion, puisque tout le monde va travailler pour la Continentale, sous prétexte que c'est l'occasion de relancer le cinéma français. Parmi eux, qui va écrire la plupart des films de la Continentale, c'est Jean-Paul Le Chanois, qui s'appelle encore Dreyfus, qui n'est pas encore entré dans la Résistance,
et qui devra faire une analyse sanguine. Et qui était communiste avant-guerre. Qui devra faire une analyse sanguine, car dans son sang, on va déceler qu'il est arien depuis 4 générations. Donc il va être officiellement le chanois, officiellement arien, et puis tout d'un coup, en 43, il va basculer dans la résistance après avoir été communiste. Mais il participe, c'est lui qui fait les scénarios justement du facteur Sun Tzu jour de fois, parce qu'il pense qu'on a une occasion. Le dernier tournant. Le dernier tournant, donc la première adaptation avant Visconti, mais... Tout le monde est persuadé que c'est une occasion de relancer un vrai cinéma français. Tavernier a bien raconté ça dans Laissez-passer. À l'échelon français ou européen. Alors d'abord un roman, c'est un premier roman qui paraît aux éditions du Sonneur et qui a été lauréat du concours du premier roman de l'hebdomadaire Le 1 et qui s'appelle Margarine de Guillaume Lemial. Alors là, j'avoue que c'est sûrement un des romans les plus sombres et les plus trash et les plus mauvais genres parus récemment. De quoi s'agit-il ? Eh bien, nous sommes à Paris, dans le quartier Monceau, et une riche baronne agonise dans son lit, soignée, entourée par tout un tas de favoris. On pense un peu à Madame Bettencourt. Et brusquement, la mémoire se déclenche et cette femme fait le phénomène d'anamnèse, comme on dit. Elle remonte le cours de sa vie, elle revoit tout son périple personnel et on aperçoit qu'en définitive, c'est une petite paysanne tchèque qui a été violée très jeune par son oncle et qu'elle est rapidement engagée dans la voie de la prostitution et que eh bien, elle est l'ornement principal, si j'ose dire, d'un bordel de la LVF, d'un camp d'entraînement de la LVF situé en Tchéquie, enfin, dans ce qui est aujourd'hui la Tchéquie. Et alors, tout cela est compté à la première personne avec une sorte de noirceur, de crudité et de violence totalement hallucinante. Donc, ça fait un peu penser au Festin des Charognes de Max Roussel, à André Héléna, à tout un tas de fictions noires, de romans noirs à la française extrêmement violents, même de Maurice Raphaël, qui fut, rappelons-nous, avant d'être un des grands du roman noir français, un collaborateur. François Livenel, en réaction à la lecture de Margarine. D'abord, c'est assez mal écrit. Mais sinon, évidemment, le trash. Bon, après avoir parlé de Rebattet, en effet, c'est une sorte de Rebattet punk. Ouais. Voilà mon impression. Pascal Horry. Une phrase, c'est la baronne qui parle. Hein. Si je suis aujourd'hui baronne et écrivain, c'est parce qu'un SS m'a ouvert l'esprit. C'est tout ce que veut dire le livre. Alors oui, trash est le bon mot. Il y a une sorte d'ailleurs de surenchère. On a l'impression qu'on a atteint un sommet et puis non, ça continue parce que c'est essentiellement centré sur effectivement ce camp de gens qui vont se retrouver dans la division Charlemagne et dont l'héroïne est la putain. Et elle a un amoureux qu'elle idéalise et qui ne la touchera pas d'ailleurs, François, et qui bien sûr mourra. Voilà. Mais si on dit ça, on est un peu injuste. C'est vrai qu'en même temps, c'est une série de séquences relativement courtes et on a vraiment une impression de fin du monde assez réussie. Malgré tout, je suis d'accord pour dire qu'il y a des passages qui sont franchement, on va dire, mal écrits. Un peu à la serre. Voilà. Donc, mais c'est un premier roman, donc on sera attentif. Guillaume Lemial, Margarine aux éditions du Sonneur. Je signale également, alors c'est un roman qui est paru avant les vacances, je me contenterai de le signaler, Un monstre à la française de Éric Brunet, un roman consacré à Darnan. Et là aussi, c'est une sorte plutôt de livre d'histoire sous forme fictionnelle qui mérite tout à fait d'être lu parce qu'il s'intéresse d'abord à un personnage sur lequel on a à l'heure actuelle peu de travaux. Je ne sais pas Pascal Horry, je me trompe peut-être, mais sur Darnan, on ne peut pas dire qu'il n'a pas déclenché beaucoup de publications. Et là, il y a une approche romanesque et fictionnelle très précise, extrêmement intéressante. Alors en bande dessinée, Jean-Pierre Dionnet, La cavale du docteur Détouche de Christophe Malavoie et Paul et Gaëtan Brizzi chez Futuropolis. Alors là, on connaît bien, c'est la cavale allemande, c'est la fameuse trilogie allemande de Céline. Docteur Détouche, mais alors, c'est une conjonction sidérante. Christophe Malavoie, on le connaît comme acteur, on le connaissait pas comme scénariste, il s'avère tout à fait compétent. Il a fait un film, il avait réalisé un film. Oui. Très on le découvre, moi je l'ai découvert très célinien à cette occasion-là. Paul et Gaëtan Brizzi, ce sont des rois de l'animation, et il y a un côté grotesque dans le livre qui sied admirablement à Céline, c'est-à-dire que le fait que ce soit venu d'animation, qu'il n'ait pas les a priori de dessinateurs de bande dessinée, font que des fois ils exagèrent énormément le trait qui est charbonneux, noir, emporté, séduisant. Par exemple, il y a une Arletty très belle, mais en même temps très vacharde. Je trouve que c'est un ovni total, car c'est une des rares tentatives d'adaptation d'une œuvre littéraire où le dessin n'est pas le dessin habituel, mais un dessin qui semble fait
pour donner l'équivalence de l'écriture célinienne, dont j'ai dit peut-être du mal à un moment, mais dont je reconnais les qualités. Là, il y a une noirceur, des accumulations, tout d'un coup des déformations très importantes. Qui sont les déformations qu'amène Céline? Il y a aussi une utilisation des gris, de beaucoup de gris superposés, qui donnent justement des couches supplémentaires. Il y a des moments presque apocalyptiques dans des lieux parfois totalement banals. Il y a des décombres soigneux, mais qui vont plus penser aux décombres d'avant-guerre, à Gus Boffa et à tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a un traité qui rappelle, c'est horrible à dire, Jean Brulaire, qui deviendra Vercors, qui rappelle Gus Boffa, en même temps qu'il y a quelque chose de presque disneyen. Donc on est dans une aberration, mais une aberration qui fonctionne. C'est chez Futuropolis. Alors Mitterrand, un jeune homme de droite de Richel et Rébénas, c'est chez Rue de Sèvres. Alors, voilà un livre que j'ai failli ne pas lire, car Mitterrand, un jeune homme de droite, je me suis dit, je vais tomber dans l'espèce de truc, ah oui, il a commencé à droite et tout. Or, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un jeune homme cultivé, fou de sexe, obsédé sexuel absolu, qui n'a pas trop d'avis politique, donc il va rencontrer des gens. Il va commencer à découvrir que la droite, c'est pas exactement ce qu'il pensait. Il va découvrir qu'il a des pouvoirs de tribun. Il va découvrir aussi qu'il n'est peut-être pas fait pour un métier artistique ou autre, mais qu'il aimerait bien avoir du pouvoir un jour. Et puis, progressivement, quand on va avancer dans le livre, mais je crois qu'il a été lu avec soin par notre ami Horry à côté, on va voir des portraits d'abord extrêmement soignés de Pétain, de tout le monde, qui sont, j'allais dire, on est dans la ligne claire, mais au sens de Serge Clair. C'est-à-dire une ligne claire très signifiante, sans chose inutile du tout. Je trouve que le portrait de notre ami Mitterrand est absolument parfait, on l'imagine tel que. Alors c'est un peu vachard, mais c'est terriblement humain. Ça finit sur une note d'une grande tristesse. Il y a des moments où on bascule presque dans le Lolita, c'est vous dire où on en est. Et il y a surtout la vision d'un jeune homme perdu pendant la guerre, mais qui, contrairement à tous les gens dont on vient de parler présentement, se trouve pendant la guerre. Et au travers de tout ce qui se passe, découvre quelle est sa place. Alors, qu'il y ait 2 SS en couverture et lui, à côté qui boit un café, n'écoutez pas. Ce livre de Richel et Rébénas est un excellent livre pour peut-être comprendre Mitterrand, car moi j'ai découvert là-dedans des choses que je ne savais pas et qui m'ont donné à penser que l'animal, comment ça se crée là. Et puis enfin, je voudrais parler d'un livre gris, rapidement, qui est paru chez Glénat, qui est signé Philippe Saada. Oh, il serait pas content, Rebatté. Et Sébastien Vassant, qui est jugé Pétain. Alors c'est une absurdité. Faire un livre gris pour raconter le procès de Pétain, dont vous vous souvenez, il y a 2 énormes tomes et on n'en finit pas. Eh bien, ils y arrivent. Et on est face à un jugement gris, d'un homme gris, où tout est à moitié dit. Si on a lu les minutes du procès, on s'aperçoit qu'il y a tellement de non-dits, de répétitions. Tout le monde est embarrassé par le cas de Pétain. Tout le monde souhaitait en gros qu'il ne revienne pas, qu'il ne se fasse pas juger, qu'on ne soit pas obligé de le condamner, mais en même temps on ne peut pas le condamner vraiment, puisqu'il est vieux. Donc c'est un livre terriblement décevant, mais c'est une belle leçon d'histoire, parce que la grisaille même du trait montre la médiocrité de cette fin de guerre et la manière dont une France qui s'est déchirée, et tout d'un coup, avec l'idée de réconciliation qui vient avec De Gaulle, n'a plus envie de retourner en arrière et de voir ce qui s'est passé pendant la guerre. Merci Jean-Pierre. Alors, autre livre, un livre d'entretien paru chez Capricci. Alors on sait à quel point Capricci, il faut surveiller leur parution parce qu'entre les mémoires de William Castle, les mémoires de Buster Keaton, il y a toujours des surprises. Ils sont très forts pour des traductions. Ah oui, alors des là, niches, des bouquins. Et alors là, il y a un livre. Bellucci a tombé par terre. Tout à fait, qui vient de paraître, qui est absolument étonnant. Ça s'appelle Une vie après le nazisme. Il n'est question que de ça ce soir. Un entretien avec Jean-Pierre Stéphan. Et de qui s'agit-il, François Livonnet? De Thomas Arlan. Ah oui, ça c'est une figure extraordinaire. Je ne sais pas si ce livre est le meilleur, parce qu'il en a écrit d'autres. C'est un personnage prodigieux. On a du mal d'ailleurs à faire la part entre la réalité et la fiction. C'est le fils donc de Veit Arlan, qui est l'un des grands cinéastes de l'époque nazie, qui a réalisé Le Juif sus. Sa mère est une grande actrice. Et qui va, à partir de 1945, alors qu'il a 14 ans, il va vouer sa vie
à dénoncer finalement ce que son père a mis en scène, il le dénonce avec horreur. Rappelons que Veit Harlan était le réalisateur du Juif sus. Veit Harlan, le grand réalisateur qui un jour va faire le Juif sus. Ouais. Voilà. 1940. C'est ça. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il va véritablement se consacrer à la révélation d'un certain nombre de présences nazies, par exemple, dans les institutions allemandes. En 1959, à Berlin, il provoquera un véritable scandale en mettant en évidence la présence d'anciens nazis en RFA, par exemple. Il va être interdit de séjour. Vraiment à la tête du régime. À la tête du Pas régime. juste... Il va être interdit de séjour, et ensuite il va faire un certain nombre de films. Alors ça, je vais peut-être en parler, des films assez remarquables, notamment un film sur la révolution portugaise, sur la révolution des œillets. Torrebella en 75 au Portugal. Voilà. Et puis ensuite sur la mise en résonance à la fois des survivances nazis et de la fraction armée rouge, c'est-à-dire du comportement répressif à l'égard de ces groupes révolutionnaires qui vont agiter l'Allemagne à la fin des années 70. Philippe Rouillet, rapidement. Ce qui est très intéressant, mais il le dit lui-même, c'est-à-dire que dans la préface, Stéphane qui fait l'entretien dit c'est un grand conteur, et lui-même dit je suis pas fiable dans mes souvenirs. Et quand on le lit, moi ça m'a évoqué les entretiens que je faisais avec Raoul Ruiz, c'est-à-dire que tout d'un coup l'univers de la fiction venait contaminer le réel et les souvenirs, et si bien qu'il raconte des trucs pour après dire mais je crois pas que ce soit comme ça que ce soit passé parce que mes sœurs disent que non, etc. Et il y a parce que il y a tout ce que vous venez de raconter, mais il y a aussi les années d'enfance. Quand il est dans les jeunesses hitlériennes à 11 ans, il est chef d'un cuirassé miniature, il fait tous les ports d'Allemagne. Quand Goebbels lui offre un train électrique. Voilà. Lorsque Goebbels fait ouvrir le grand magasin de jouets de Berlin, uniquement pour lui. Mais il racontait aussi, parce qu'il se trouve qu'à cet homme, je l'ai rencontré, parce qu'il était une connaissance de Baudrillard. Et il racontait que, quand il était enfant, il se souvient que chez lui, Goebbels venait coucher avec une amie de sa mère et qu'il y avait la chaussure orthopédique de Goebbels devant la porte de la chambre, ce qui l'intriguait beaucoup. Il a connu Tournier, il a connu Deleuze, ensuite et il fait un portrait très bizarre de Tournier et Deleuze en train de lui étudier les poils pubiens pour y trouver des morpions. Ce qui n'est pas vraiment surprenant. Oui, mais enfin, forcément, il a 16 ans, donc ils sont très intéressés. Il dit lui-même qu'il était plutôt sous la table, d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a quand même tout ce raid en Israël avec Klaus Kinski. On en parlait il y a 15 jours avec Herzog. Il va avec Klaus Kinski en Israël, avec des moyens complètement aberrants, parce qu'on annonce tout de suite que le fils de l'auteur du Juif sus va venir tourner en Israël, et il obtient l'accord des Rothschild et de Ben Gourion. On est dans une aventure qu'on ne raconterait pas au cinéma, tant elle est invraisemblable. Un livre d'entretien donc avec Thomas Harlan, le fils de Veit Harlan, une vie après le nazisme. C'est chez Caprici. 2 essais sur Céline à signaler. Donc le premier, Céline et les femmes audition, l'éditeur. Le deuxième, Odile Rouanette, un long tourment. Rapidement, François Livonnet. Très rapidement, Céline entre les deux guerres, aux belles lettres. Oui. Le problème de ce livre, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose, et je trouve qu'on a tendance souvent à forcer les textes pour essayer de leur faire dire ce que l'auteur souhaite. Mais quel est l'axe de l'auteur? L'axe, c'est la guerre comme matrice de l'imaginaire célinien, en même temps de rappeler que Céline... Une enquête historienne, en même temps rappeler que Céline a en effet peut-être un peu affabulé, en particulier sa trépanation n'est pas véritablement attestée, et que d'autre part, elle voit dans les abjections de Céline quelque chose qui est à mettre en continuité avec cette guerre fantasmée. Voilà, très classique. Voilà, donc Odile Rouanette, c'est aux belles lettres. On termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer. Né à Bangkok en 1932, Marayat Bibid devient mondialement célèbre sous le nom d'Emmanuel Arsan, signant le roman érotique Emmanuel. Ce best-seller, publié par Eric Losfeld, est en fait co-rédigé avec son mari diplomate en poste en Thaïlande, Louis-Jacques Rollet Andriane. En 1964, le peintre et photographe bordelais Pierre Molinier écrit une première lettre à Emmanuel qu'il rencontre à Paris en décembre de la même année. L'artiste, dont André Breton évite d'exposer un tableau blasphématoire dans l'exposition internationale du surréalisme un an plus tard, lui offrira de nombreux tirages photographiques, des dessins, des objets érotiques.
l'antivierge thaïlandaise, icône d'une sexualité radieuse, se prêtera à l'érotisme confiné de la rue des Fossés, posant et offrant son corps aux créations fusionnelles du peintre. Elle affirmait avoir passé une nuit nue dans ses bras lors d'une visite dans son atelier en 1967. Anecdote d'alcôve qui ne passionnera que la presse du corps. L'érotomane insoumis et le modèle adulé de l'érotisme chic resteront liés jusqu'au suicide de Molinier en 1976. Emmanuel et son mari furent aussi des acheteurs privilégiés de ses œuvres et lui consacrèrent dans leur maison à Bangkok une place importante. Cette collection dispersée le 13 novembre à 18h au rond-point des Champs-Élysées lors d'une vente aux enchères arcuriales est un ensemble passionnant. 195 lots proposent des tirages argentiques d'époque, parfois très anciens, des épreuves retouchées, des états successifs, des clichés préparatoires avec diverses annotations manuscrites qui mentionnent les temps d'exposition, ou des phrases comme « De mes jambes, de mes cuisses, en soie mon sexe est caressé ». Le fétichisme exacerbé de Molinier déborde dans des autoportraits travestis, des photomontages qui engendrent des mutants transgenres aux multiples jambes gainées de bas fumés. Ses mains gantées de résille branlent sa verge. Il se sodomise en se dédoublant ou, sa jambe repliée, par le godemiché fixé à l'escarpin et qu'il baptise éperon d'amour. On retient aussi les photomontages de planches destinées aux chamans et ses créatures avec leurs variantes, ou encore ce coffret laqué rouge d'Emmanuel qui clôture la vente. Il renferme sa correspondance avec Molinier, de nombreux tirages originaux, des hectachromes, 2 doubles godemichés et un éperon d'amour, témoignage émouvant de l'admiration réciproque qu'ils se vouaient. Merci Christophe Beer, merci Pascal Horry d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre à l'occasion donc de la parution du dossier Rebatté. Prochain livre de Pascal Horry ? J'ai simplement édité, préfacé la réédition donc des 3 chefs-d'œuvre à mon avis de Christophe, La famille Fenouillard, Le sapeur Camembert, Le savant Cosinus, chez Armand Colin. Voilà. Il a fallu 15 ans pour convaincre Armand Colin qu'ils avaient merci ce patrimoine Armand Colin, on en parlera à Mauvais Genre. Je rappelle les ouvrages traités ce soir, bien sûr le dossier Rebattet, Les décombres et l'inédit Clairvaux en bouquin à la fond, le livre de Robert Bello aux presses universitaires de Rennes, Rebattet, Le fascisme contre-culture, l'entretien avec Thomas Sarlan, c'est chez Capricci, de Jérôme Babenel, Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler, c'est chez Talendier, Guillaume Lemial, Margarine, c'est aux éditions du Sonneur, Éric Brunet, Un monstre à la française, chez Lattès, Pierre de Bonneville, Céline et les femmes à l'éditeur, Odile Roinette, Un long tourment, Louis-Ferdinand Céline, Entre les deux guerres aux belles lettres, et puis 3 bandes dessinées, Jugé Pétain chez Glénat, Mitterrand, Un jeune homme de droite chez Rue de Sèvres, et La cavale du docteur Détouche chez Futuropolis. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Élise Le, Claire Martin Dugard, Anne-Catherine Lechard, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, François Livonnet, Christophe Beer et François Joliet vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, à 21h. Donc ce sera une émission entièrement consacrée cette fois au roman noir. En première partie, je recevrai le romancier Jérôme Leroy pour son roman Jugan, qui est un hommage contemporain à Barbé d'Aurevilly, paru aux éditions La Table Ronde. Et en deuxième partie, j'aurai le plaisir de diffuser un entretien que m'a accordé le grand romancier noir américain Thomas Cook à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Le crime de Julian Wells. D'ici là, eh bien, écoutez, bonne soirée, bonne semaine. Dans quelques instants, on retrouve sans plus tarder Supersonic et Thomas Baumgartner. Bonne nuit à tous.